il faut travailler fort, ça c'est certain. Il faut être ambitieux, c'est certain. Il faut être persévérant, mais à un moment donné, tout le monde peut se dire, bon, mais j'ai été persévérant, j'ai travaillé fort, j'ai fait tout ça et ça marche pas. Patience en persévérance, c'est vraiment très important. It's time to talk. Bonjour à tous, je suis Lisa et vous écoutez Salted Lemon Talk, le podcast qui retrace des parcours de vie et qui vous encouragera dans la réalisation de vos projets. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johanna, la fondatrice de Beacon, une start-up montante. Johanna nous partagera son expérience, son histoire, marquée par la création de plusieurs sociétés dans un contexte d'expatriation. Elle nous racontera comment elle parvient à concilier son rôle de mère et de chef d'entreprise. Et on se questionnera ensemble sur ce qui fait un bon entrepreneur et si au final, on est tous faits pour entreprendre. Bienvenue, Johanna. Merci Lisa. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, mais déjà je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis Johanna Weaver-Pellissier, donc je suis la CEO, la directrice de la société Beacon SAS. C'est une société française qui est basée en Ardèche, qui est spécialisée dans les cannabinoïdes. Donc, ce sont des petites molécules très intéressantes qui viennent du cannabis et du chanvre, et on est spécialisé également dans les cosmétiques au chanvre et au CBD. Et voilà. D'accord. Bon, de toute façon, on reparlera de tout ça un peu plus en détail après, parce que je pense que ça peut intéresser aussi nos auditeurs. Du coup, je voulais savoir un peu que tu nous expliques ton parcours, par où tu es passé pour devenir CEO aujourd'hui. Oui, avec grand plaisir. Donc, c'était un chemin assez plein de virages, comme on peut imaginer quand on arrive une personne arrive dans l'industrie du cannabis ou du chanvre par nature ou par famille. On n'a personne qui pense faire ça toute sa vie. Donc, c'est certain que je pense que mon parcours peut être unique. Je viens du Canada, donc je suis canadienne. J'ai fait mon école postsecondaire à McGill. Donc, j'ai étudié commerce international et les langues étrangères. Donc, déjà, j'avais en tête de ne pas forcément rester au Canada et surtout les langues me passionnaient énormément ainsi que les autres cultures. Donc j'ai fait mon bac en fait de commerce à McGill et je travaillais en même temps pour une start-up dans les bouteilles d'eau personnalisées. Donc c'était assez novateur, c'était de l'eau de source ou l'eau pétillante, mais le Canada est bien connu pour son eau. Et c'était la première expérience que j'avais hors d'autres métiers d'autres petits boulots que j'aurais pu avoir, comme hôtesse dans des bars et des restos dans l'école, ou aussi j'étais hôtesse de l'air pendant 4 mois. Mais là, c'était vraiment une entreprise, donc on était 3. Il y avait des 2 cofondateurs et moi, j'étais la partie administration, organisation, parce que c'était deux génies avec plein d'idées, mais qui n'avaient pas forcément de structuration. Et là, tu étais salariée ou tu étais associée ? Non, complètement salariée. Et j'étais dans ma 3e année, je pense, d'université. Donc, j'étais en temps partiel et après, rapidement, j'étais en temps plein. Et je ne m'étais jamais vraiment intéressée à faire partie de la direction à ce moment-là. Je n'avais pas encore, je pense, cette idée d'être entrepreneur. Et je ne savais, mais j'ai beaucoup appris là par rapport à ce que c'était l'entrepreneuriat, parce que j'avais un patron qui était un ami d'ailleurs et qui est vraiment quelqu'un que je respecte, que j'admire, et je le voyais courir partout comme on dit en anglais, comme un poule sans tête. Et je me disais, alors lui, il est vraiment un peu fou, ou sinon c'est vraiment assez complexe l'entrepreneuriat. Et j'ai pu voir un peu, peut-être dans mon opinion, ce qu'il faut pour être entrepreneur. Il y a certaines caractéristiques et je passerai plus tard, mais c'est vraiment, cette personne m'a donné un peu l'envie de m'ouvrir l'esprit du côté scolaire dans lequel j'étais, et de me dire, bon, mais il y a vraiment peut-être des aventures qu'on peut vivre toujours avec ce genre d'ébullition que je pensais que ça finissait une fois qu'on avait une carrière dans ma tête. Donc après ça, et pendant que je travaillais pour eux, et donc on avait commencé à 3, après je dis mais c'était eux, on avait pris une usine, on a déménagé assez loin de Montréal, donc je continuais avec eux, j'étais vraiment très dévouée. Mais donc on a monté une usine. Donc là, j'ai eu beaucoup d'expérience, à savoir, tous mes cours m'enseignaient
quoi faire pour la production, pour la productivité, pour l'économie, mais il n'y avait rien de pratique. Et là, on avait les machines à acheter, à amortir, bien sûr, des employés à incorporer dans la société. Donc, c'était vraiment une expérience hyper enrichissante en rétrospect. Je pense que sur le coup, je me disais, mais c'est quoi, tout change tout le temps. Bon, mais j'étais flexible, mais là, en rétrospect, c'était vraiment très enrichissant parce que ça m'aurait aidé plus tard dans mon parcours. D'accord. Donc, pendant que j'ai travaillé pour cette société, je pensais rester un petit moment, mais j'avais d'envie, bien sûr, de voyager. J'ai rencontré... Là, tu avais quel âge ? Là, j'avais 21 ans, 22 ans. J'avais 20 ans quand j'ai commencé. À savoir que je venais juste de revenir d'un an en Italie, que j'avais pris le congé d'école. Ah oui, c'est vrai. Et quand je suis revenue, en tout cas, comme quoi tout arrive, il y a une raison pour tout sûrement, mais quand je suis revenue d'Italie, j'ai passé beaucoup de temps dans le petit Italie à Montréal parce que je m'ennuyais, et c'est là que j'ai rencontré ces chefs du start-up. Et donc là, j'avais 20 ans, 21 ans. Et quand j'ai rencontré Bertrand, j'avais 25 ans. Donc, c'était vraiment 4 ans après que j'avais commencé chez Blue Orchid, cette société d'eau. Bertrand, lui, il étudiait là l'économie aussi, non ? Les finances. Donc, Bertrand, maintenant, c'est mon mari, pour le suspense. Exactement, il était en finance. Il faisait son master's en HEC à Montréal, en finance. Et après, il travaillait dans une salle de marché en banque. Donc, on s'est rencontrés avant la fin de son école, mais après la fin de mon décret à moi. Et donc, on commençait nos parcours professionnels un peu ensemble. Et lui, c'est certain que quand je l'ai rencontré, on parlait immédiatement de partir du Canada. Pas parce que le Canada n'est pas merveilleux, mais parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et j'avais étudié les langues. Lui, il était en finance. Montréal était trop petit. Donc, très rapidement, on a fait les plans de partir du Canada et de partir en Chine. Donc, j'avais pris... Exactement. C'était la première annonce à mes parents que j'ai dû faire plusieurs fois dans la vie pour les préparer pour des changements comme ça, parce que je ne viens pas de famille d'entrepreneurs et ils auraient bien aimé me garder au Canada. Mais ils savaient depuis, je pense, assez longtemps, ils m'ont dit que j'allais partir loin un jour, sûrement. Donc, on est parti en Chine avec Bertrand. J'avais pris 3 ans de chinois. Et... là, tu parles chinois ? Non. Alors, il y a une distinction à faire. Non, c'est vrai. J'avais pris 3 ans de chinois à l'université et je savais écrire pas mal de caractères, peut-être 10% de ce qu'il fallait. Je savais parler quelques mots, je savais faire quelques phrases. Donc, quand on était en Chine, je me suis rendu compte que les gens me comprenaient, mais je ne comprenais pas ce qu'ils disaient au retour. Ah oui, c'est pas très pratique. Et puis, pour le chinois, c'est une langue incroyable, merveilleuse, et j'aurais vraiment aimé consacrer plus de temps là-dessus. Je pense que si la prochaine étape n'était pas faite comme ça, et je serais restée en Chine. Et pourquoi vous aviez choisi la Chine ? La Chine, parce qu'on visait Hong Kong, en fait. Ouais. Donc déjà, je parlais le mauvais chinois, mais pour la Chine, ça a bien servi. On a fait 6 mois de backpacking en Chine pour qu'ils puissent trouver un boulot en finance à Hong Kong. Et mon boulot... Et toi, tu n'avais pas de travail, toi ? Ouais, en fait, ni l'un ni l'autre avait du travail, mais tous les deux cherchaient. Et moi, je cherchais dans un secteur assez vaste, le business ou le PR ou la traduction. Et ça t'avait fait quoi de quitter ? Parce que du coup, t'avais un emploi stable à Montréal. Oui. Je sais pas si là-bas il y a l'équivalent du CDI, mais oui, tout à fait. Ça t'a fait quoi de quitter un peu ta stabilité, ta sécurité et aller à l'inconnu, sans travail, même je suppose sans savoir où dormir si vous avez fait du backpacking? Complètement. Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait, je me rends compte de plus en plus que les gros changements et les chamboulements, ça me dérange pas beaucoup. Je suis assez résistante à ça et je pense que je l'attribue au fait qu'on a déménagé énormément quand j'étais jeune. Mon père était dans le militaire, dans la marine. Ah oui, d'accord. Au Canada, donc j'avais déménagé. J'apprends plein de choses aussi. C'est vrai que je parle beaucoup, mais il y a plein de choses à dire. Oui, parce que juste pour que nos auditeurs le sachent, on se connaît avec Johanna depuis, je dirais, 5 ans. Oui.
J'ai été employée par Johanna. Bon, je pense qu'on en reparlera après. Oui. Mais du coup, je suis contente. J'apprends plein de choses aussi dans tes histoires. Bref, excuse-moi, je t'ai coupée. Je te laisse reprendre. Ah ouais, pas du tout. Non, c'est vrai qu'en plus, mon père et son métier font partie des raisons pour une certaine partie de ma personnalité aujourd'hui. Donc, je vais toucher à ça plus tard. Mais c'est vrai que c'était une vie qui soit ça plaît ou soit ça plaît pas de déménager tout le temps, en fait, de déraciner un peu, on peut dire. Ma sœur, elle a pas trop bien aimé ça. Et pour moi, c'était vraiment à chaque fois qu'on déménageait, c'était la célébration, même si j'adorais mes amis. Oui. C'était, il y a des nouvelles choses à apprendre, parfois des nouvelles langues. C'était vraiment c'était un challenge que j'aimais bien. Et encore, c'est en rétrospect que je dis ça parce qu'on devient de plus en plus introspect, je pense, quand on vieillit. Et je viens juste d'avoir mes 40 ans. Mais c'est vrai que c'était quelque chose que je pourrais imaginer comme signe déjà que j'étais peut-être faite pour l'entrepreneuriat et surtout pour déménager et pour suivre. Pour l'aventure, quoi, en général. Exactement, les circonstances se présentent. Et puis, voilà, donc ça m'a rien fait du tout. On n'a vraiment rien fait du tout. Vraiment pas. Et surtout, on était en 2008. Donc, c'était le premier iPhone était sorti et on commençait à pouvoir se voir par web. Fait par webcam, par vidéo, et de faire des Skype et des choses comme ça. Donc, ça le rendait plus facile, malgré qu'en Chine, c'était une différence de 12 heures avec le Canada. Donc, oui. Voilà. Ça fait beaucoup. Et au niveau, est-ce que ça n'a pas été un choc culturel parce que l'Asie et le Canada, c'est quand même oui. très, très différent, ou même avec l'Europe. Hein. Pour moi, c'est le continent le plus différent de... Oui, que je de connaisse. l'Europe. Oui, complètement. C'était vraiment eye-opening. Ça m'ouvrait beaucoup les yeux. Oui, parce que j'avais déjà vécu, donc pour dire, j'avais déjà vécu en Angleterre, vite fait en Luxembourg, au Canada, à Cuba, donc pour 6 mois, et en Italie pour 1 an. Et donc, j'avais déjà eu ma petite dose de choc de culture, mais très relativement très bas. Et je pensais que la différence de culture se limitait peut-être à ce que j'avais vu, que je considérais assez important à mon âge. Et puis non, en fait, oui, la Chine, c'était vraiment un choc culturel. Par contre, c'est ça que j'adore. En fait, j'aime bien être choquée culturellement. Donc, en même temps, on partageait toutes les expériences avec Bertrand et il y avait des choses que je voyais qu'il appréhendait bien différemment que moi. Le fait qu'en Chine, c'est certain que tout le monde se sert dans les petits endroits et on pousse et on a les coudes et tout ça. Et bon, moi, je me suis juste dit, c'est ça leur culture, je vais leur laisser la place. Et Bertrand, il était un peu plus sud de la France. Bertrand, lui, il n'a pas trop voyagé beaucoup. Non, il n'avait pas trop voyagé avant et il avait vraiment adoré son expérience au Canada, je pense, parce qu'il était dans un petit village en France. Il avait étudié à Lyon, mais après, au Canada, en fait, il y a vraiment... je pense que c'est une autre chose qui doit être un instigateur, non, une bonne... Comment dire ça ? Un facteur quand on est au Canada et on a tellement de différentes cultures qui sont en permanence autour et qu'on est, je dis pas qu'il n'y a pas plus ouvert d'esprit, quoi. Beaucoup plus ouvert d'esprit et on a aussi beaucoup plus d'exposition à d'autres cultures qui sont, et on se rend compte que tout le monde est essentiellement des humains est pareil. Donc, c'est certain qu'à Bertrand, il y avait beaucoup moins de ça. Donc, en Chine, c'était la courbe de learning curve, comme on dit ça. La courbe d'apprentissage, c'était un peu différent pour les deux. Et après, on a commencé au Japon, entre le Japon, la Chine et Hong Kong, il y avait vraiment un monde de différence aussi. Donc, ce qui ne nous a pas plu, parce que je suis toujours sur la première question, je suis navrée, ce qui ne nous a pas plu à Hong Kong, c'était vraiment la météo et la pollution. Et donc, pour arriver, pourquoi on est parti de Hong Kong, après 2 mois où je travaillais comme enseignant de anglais comme deuxième langue, que j'ai détesté. En passant, je me suis rendu compte que pas tous les métiers étaient pour moi, même si j'étais curieuse de tout faire. Et Bertrand, il cherchait du boulot dans la finance, mais en mi-2008, c'était vraiment c'était pas le bon moment. Pas du tout.
Et donc, l'énorme concours de circonstances que je pense que c'est un email qui aurait, si c'était pas arrivé par hasard, ça aurait complètement changé le cours de notre vie. C'est que le père Bertrand, qui était à la retraite, mais à la recherche de nouvelles aventures, parce que c'était vraiment un entrepreneur dans l'âme, dans sa famille, ils sont beaucoup les entrepreneurs, il avait été à un salon de l'industrie, je crois, à Paris. Il avait rencontré une agence de commerce de la Lettonie qui promouvait leurs entreprises de fabrication de maisons ossature bois préfabriquées en Lettonie. Donc, c'est un peu loin de ce qu'on pensait faire en finance ou en commerce. Ah oui, c'est loin de la finance, ouais. C'est loin de là. Et puis surtout, je ne connaissais pas assez bien Bertrand pour imaginer que... Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Là, ça faisait peut-être 2 ans, 1 an et demi ou 2 ans. C'était pas si long que ça. En plus, on avait été en études et tout, donc on n'avait jamais vécu ensemble. Et je pensais qu'il était droit, c'est quelqu'un de très focus. Il est très ambitieux et il a des ambitions et il va direct au but. Après, j'ai découvert à ce moment-là, et je retournerai à pourquoi, mais j'ai découvert que c'était vraiment quelqu'un qui était moins financier dans l'âme qu'entrepreneur, et quelqu'un qui avait soif pour les challenges. Donc, son père, pour retourner, son père nous a envoyé une présentation de cette société, le Latvian Investment Agency, en nous expliquant le concept et juste en disant, je sais que vous êtes vraiment en plein recherche de boulot, mais peut-être vous prenez un petit pause et regardez ça. Et sûrement, il voulait l'avis de Bertrand aussi. Et donc, on a ouvert ça et Bertrand m'a dit, mais c'est fou, on peut construire les maisons avec des panneaux préfabriqués. Et de mon côté, en tant que Canadienne, où c'est comme ça que se font la plupart des maisons, je dis, mais comment on les fait autrement? Et donc, on s'est rendu compte que notre différence de culture aussi, de juste nos paradigmes, en fait. Pour lui, la maison, c'était du dur, c'était du béton. Et pour moi, c'était le béton, c'était pour les sous-sols. Et donc, il y a des raisons pour ça. Au Canada, on a 4 mois de beau temps parfois. Donc, on doit avoir des solutions. Donc, Bertrand me disait, mais c'est tellement rationnel, c'est tellement simple. Je pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose en France. Et voilà, donc pour faire un peu plus court que c'était jusqu'ici, on est retourné assez rapidement en France et on a monté une société de construction de maisons et de bâtiments ossature bois écologique. Est-ce que quand vous vous lancez, vous avez un peu... Est-ce que le déclencheur, c'était en fait le père de Bertrand? Ou est-ce que vous avez dû un peu essayer de vous projeter, vous renseigner sur le domaine, ou vous êtes un peu lancé dans l'aventure comme ça? Oui, un peu des deux. Je dirais que si je peux rentrer dans le détail, ce qui nous passionnait vraiment avec ce projet et qui n'a pas été finalement le résultat parce qu'on a dû passer par d'autres chemins avant, c'était qu'on s'est dit avec les logiciels qu'il y a de 3D, de construction de 3D, on va créer un logiciel qu'on peut, en ligne, on peut faire le design de notre maison, connaissant le prix en même temps. Et en fait, c'était vraiment ça, ce projet-là, ce end goal, en fait, ce but ultime, de créer quelque chose qui était plutôt tech, quand même plutôt dans l'air du temps et vraiment avec plutôt tech, je veux dire ça, et moins terrain. Et donc, c'était ça qui nous a fait dire, bon, mais c'est un peu un projet de fou, personne n'y a pensé. Parfois, on se rend compte plus tard pourquoi personne n'y a vraiment pensé. Et puis, parce que voilà, mais il fallait cet objectif ultime de dire, on va devenir des comment dire... on va révolutionner le monde de la construction qu'on ne connaissait pas du tout. D'accord. Et donc, je pense qu'il y avait le fait que Bertrand a dit, mais on pourrait créer une société. Et ça, j'avoue que ça ne m'était pas vraiment passé par l'esprit. Comme je dis, j'ai pas dit, mais je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Donc, ma mère a eu plusieurs différents boulots, dont agent de voyage et enseignant de l'anglais comme deuxième langue au Canada. D'accord. Mon père était c'est pour ça que tu as essayé ça à Hong Kong? Oui, je me suis dit, bon, les petits gamins trop gentils, non, je me suis fait dévorer. Mais oui, et ça c'est toujours... Est-ce que tu penses que, comment dire... là d'où tu viens, ta famille, les personnes dans ta famille qui sont entrepreneurs, ça influence ton envie d'entreprendre?
Je pense que ça influence la confiance qu'on peut avoir à l'idée d'entreprendre, en fait. Alors, je pense que ça... Oui, Bertrand, il a eu l'idée d'entreprendre. Il ne s'est pas posé de questions si c'était possible ou non. Il s'est juste dit, je vais entreprendre. Ça se fait, en fait. Dans ma famille, ça se fait. Et je vais en parler à ma famille pour où est-ce qu'on se situe, tout ça. Et pour moi, c'était, mais nous, on pourrait entreprendre. En fait, ce n'était pas quelque chose que j'étais hyper à l'aise avec parce que je n'avais pas vraiment considéré ça. Dans mon école, enfin, à l'université, on parlait beaucoup pas forcément d'être gérant, surtout pas d'une start-up. Jamais on apprend comment être gérant d'une start-up, mais surtout, c'était pas un master de direction, c'était vraiment être dans le commerce. Donc, c'était plus pour les postes qui étaient de support. Et ça m'allait très bien aussi. Je suis vu que j'ai un père militaire, je pense que suivre les directions, les ordres et tout ça, ça c'est quelque chose. C'est une sorte de facilité. Oui, exactement. Peut-être plus qu'au départ, plus que la créativité ou créer une stratégie, tout ça, c'était... Voilà. Donc, oui, je pense que complètement. La famille, si on a des entrepreneurs dans la famille, j'avais un petit peu peur d'annoncer à mes parents. C'est pour ça qu'on avait fait un PowerPoint avec Bertrand de 46 pages pour expliquer. Et encore, j'avais 25 ans ou 27... Non, j'avais 28 ans à ce moment-là. Oui. Et donc, c'était un peu bizarre, mais je voulais surtout pas qu'ils s'inquiètent. Et c'était juste un peu du jamais vu dans notre famille. On avait des familles plus lointaines qui avaient des associations et quelques entreprises, mais c'était très, très rare. Donc, oui, je pense que si Bertrand n'avait pas cette idée de pouvoir le faire et cette drive de pouvoir le faire, j'aurais pas forcément pensé. Et une fois qu'on s'est mis dedans, par contre, c'était une décision qu'on a assumée à 100%, à 300% chacun, parce qu'on s'est rendu compte là, une similarité importante avec nous. C'est qu'on est des dingues de travail, en fait. On adore bosser, mais on adore surtout au niveau ordinateur, mais on peut, jusqu'aujourd'hui, ça dure encore, on peut travailler jusqu'à 3 heures du matin et être de bonne humeur le matin. Après, ça change avec différents stades de la vie, bien sûr, ce qu'on peut faire. Mais à ce moment-là, on était très, très d'accord d'être jusqu'à 3-4 heures du matin. Parfois, on faisait des nuits blanches parce qu'on n'avait pas encore d'agenda pour l'entreprise, à tout apprendre. Et c'est la partie qui nous a vraiment conforté dans notre choix parce que on apprenait les calculs structurels un peu, on apprenait l'architecture, on apprenait tellement de choses qu'on a jamais... Vous êtes allé à fond dans le projet. À fond dans le projet, mais c'est ça, on s'est rendu compte très vite. Quand on fait un start-up et on est 2 personnes, très souvent, même si on est une personne, on est très souvent sous-capitalisé tant qu'on ne lève pas des fonds et on ne fait pas nos preuves. Donc, tout ce qu'il y a à faire, que ce soit le légal, la banque, pour essayer d'avoir des prêts, on a fait un réseau entreprendre, mais également la com, Lisa. On aurait tellement aimé t'avoir au début, mais au début, on a dû apprendre à dessiner en 3D de mon côté, apprendre tout ce qui était... vraiment les systèmes d'assemblage d'une maison du côté de Bertrand et comment ça se passe. La construction, c'est vraiment extrêmement complexe. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte en retournant en France, en passant, on est retourné en France avril ou mai 2008. On s'est vraiment mis pendant 3 mois dans un appartement à Cannes et ça a l'air luxe, mais on n'est jamais sorti de l'appartement. C'est un appartement de la grand-mère à Bertrand à Cannes et on a attaqué dans tous les angles. Et quand on est retourné ici à Montélimar, donc où on s'est créé à Malataverne, pour être précis, là on avait vraiment un business plan et on a commencé le vrai boulot. Mais je pense que cette phase de on va créer une entreprise, informons-nous, renseignons-nous. Ça peut prendre 3-4 mois et c'est la phase la plus importante pour moi parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau. Oui, ça sécurise un peu de savoir où tu mets les pieds, où est-ce que tu vas. Oui, c'est ça, autant il faut être... Et est-ce que, à un moment donné, vous êtes posé la question, ok, on lance ce projet en couple Non. Est-ce que vous avez remis un peu en question le projet parce que c'était un projet en couple? Parce que parfois on entend les couples qui veulent pas forcément travailler ensemble ou qui ont peur que ça mette en péril leur couple. Exactement. Ça crée des conflits. On était super naïfs, on était extrêmement naïfs, mais on s'est pas posé la question du tout, pas une seule fois. On n'avait pas des amis à ce stade qui étaient en couple longtemps, qui travaillaient ensemble. On était encore dans le
voilà, la plupart de nos amis se posaient la question, est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Donc, ça, c'est la grosse étape. On n'avait pas eu de conseils contre. Et je pense qu'on ne les aura pas écoutés. Mais je suis sûre qu'on ne les aura pas écoutés. Et je pense que ça se voit assez... Enfin, ça se voit assez facilement. Je pense qu'il y a plein de gens qui me contrediraient. Pour nous, c'était assez évident que ça allait marcher entre nous. Pas parce qu'on ne se dispute pas, pas parce qu'on a les mêmes opinions pour tout, mais on avait les mêmes manière de vouloir s'impliquer dans le projet, de vouloir l'amener avec une certaine éthique aussi, qu'on avait vraiment le même. Et ça, c'était important. Donc, on ne s'est pas du tout posé la question. On s'est posé la question, est-ce qu'il fallait être que deux? On avait le soutien du père Bertrand pendant un moment. Malheureusement, on a perdu en 2012. Et, non, il y avait juste réponse simple, non. C'était une évidence pour nous. Ah oui. Et encore aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Exactement, on est sur notre deuxième société, après beaucoup de projets aussi imaginés ensemble. Donc non, là, on était devenus les entrepreneurs en série, je dirais. Il n'y a rien qui... Tant que parfois... pardon, je saute des sujets, mais parfois, on se dit le soir, ne serait-il pas incroyable d'avoir un boulot où on laisse le boulot au boulot à 5 heures et 7 heures et on revient à la maison et on fait ce qu'on veut de la soirée. Et est-ce que, voilà, avoir un peu plus de stabilité, de savoir exactement comment se passait l'année ou le mois même. Mais ça durait pas longtemps à chaque fois. C'était assez éphémère. On retourne au travail. On se dit non, mais finalement, on adore se réveiller le matin, faire ça. Même aujourd'hui, on est sur notre deuxième société ensemble et c'était une évidence qu'on allait embarquer dans un autre projet ensemble, étant donné l'histoire de ce deuxième projet, mais également le fait que on n'aurait pas vu autrement. C'était notre style de vie et si on devait se séparer pour travailler de différents endroits, on aurait fait face à ça, mais c'était pas dans nos objectifs ou nos envies. D'accord. Et moi, tu sais, parfois, quand les journées sont très chargées, que tu es à fond pour ton entreprise, que tu veux faire réussir tes projets, moi, dans mon cas, je suis seule dans mes entreprises. Et parfois, j'ai peur, en fait, de mettre de côté mon couple pour me consacrer à mon business. Et du coup, je me demande pour toi, vu que vous êtes tous les deux à fond dans votre business, est-ce que parfois, t'as pas la sensation que c'est trop business et que du coup, vous êtes plus vraiment pour vous tous les deux ou trouver du temps de qualité ensemble sans parler boulot? C'est ça. Comment vous arrivez à gérer un peu cette différence travail, vie de couple? Oui, non, très bonne question. Je pense que une chose, c'est pour nous, on avait les mêmes projets, on avait le même projet, on était sur le même projet d'une vie, premier projet d'une vie. Donc, nos intérêts étaient alignés, ça fait très business, mais notre... Vous étiez sur la même longueur d'onde concernant... Exactement, on était sur la même longueur d'onde et quand, pour nous, on a redéfini un peu le temps de qualité parce qu'on travaillait en bas, on a un bâtiment, on habite à l'étage et on travaille en bas. On monte et on refait du travail, mais différemment. On est sur le canapé, déjà, avec nos laptops. On a de la musique différemment. C'est juste, on a quand même fait une coupure, mais on est toujours dedans ensemble. Et je dirais que c'est peut-être ça qui... on s'est toujours dit, en fait, ce serait difficile de faire, et je t'admire, et je te félicite de faire uniquement d'un côté, parce que l'autre aurait peut-être du mal à comprendre la passion qu'on met dedans. Je pense aussi que notre passion à ce moment-là, c'était l'architecture et le bâtiment et l'éco-responsabilité du bâtiment. C'était vraiment quelque chose qui nous drivait. Ouais, c'est comme, en fait, si vous rien à voir, comme si vous aviez une passion pour un sport et que vous pratiquiez ce sport ensemble. C'est ça, et on allait pour le même concours et limite en équipe, en fait, c'est ça. Donc, on était vraiment en équipe et je pense que ça, pour nous, c'est pas du tout... c'est pas du tout...
affecter négativement notre capacité d'être en couple, de faire des choses en couple, aussi de passer du temps de qualité, parce que aussi, même dans le boulot, surtout en start-up, il y a tellement de moments rigolos. En fait, il y a des souvenirs, il y a des voyages, il y a des expériences avec les clients, il y a des choses qui rendent donc aussi beaucoup plus proches. On a vécu énormément des mêmes choses. Avant de se connaître, on n'avait pas du tout la même vie, pas du tout les mêmes expériences, ni lieu de vie. Donc, on a eu cette partie, à 25 ans, j'avais pas fait énormément, mais pas mal, pour moi. Et Bertrand aussi, il avait eu beaucoup d'expériences. Donc, depuis qu'on est ensemble, on vit à peu près les mêmes expériences, sûrement un peu différemment. Mais pour moi, c'était très enrichissant d'avoir quelqu'un qui partage tous les expériences, les projets, les moments. Et aussi de voir comment l'autre le voit différemment, et comme ça qu'on arrivait à se comprendre en tant que couple et pour notre vie personnelle également. Ouais, c'est beau, bravo. Je dis que ça dépend du couple, hein. C'est sûr que... Oui, c'est clair que ça ne marcherait pas avec tout le monde. Hein. Non. Et c'est souvent ce que nos amis disent, c'est exactement ça la question. Est-ce que vous trouvez que vous avez du mal à être juste en couple et passer outre le travail? Et c'était l'inquiétude de tout le monde autour de nous. Mais toutes nos familles, nos amis disaient non, c'est peut-être pas sain et tout. Et pourtant, on a toujours... ça fonctionne. Ça fonctionne et tout. Donc, on s'est écouté, nous, on a regardé comment ça marchait pour nous. Mais au-delà du couple, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, c'est dur tu penses tout le temps au travail, tu as toujours des idées de trucs que tu peux faire, ou tu penses à tes projets. C'est dur parfois de déconnecter. Parfois, tu as besoin de déconnecter un peu, de relâcher un peu pour te ressourcer, repartir de bons pieds. Du coup, toi, c'est quoi un peu comment tu fais pour... un peu relâcher la pression, fermer les écoutilles de ton cerveau. Oui, exactement, c'est dur, c'est pas évident. Pour moi, c'est le yoga. Ça a vraiment changé juste avant que j'ai tombé enceinte. Donc, c'était après 6 ou 7 ans de Eco House. Eco House, c'est donc le nom de... Exactement, la société de construction. Après 6 ou 7 ans d'Eco House, je sentais plus peut-être le manque de sommeil pendant 6 ou 7 ans, mais également le stress d'avoir une entreprise, et bien sûr l'entreprise de la construction. Dans la construction, c'est toujours plein c'est une montagne russe. Je commençais à me sentir que je vieillissais un peu et que j'avais vraiment besoin plus de ça. Avant ça, on prenait des week-ends de temps en temps, et puis c'était à peu près tout. Parfois, on partait au Canada. Mais depuis que j'ai découvert le yoga, c'est vraiment là où tout ce qui se passe dans ma tête, tous les tiroirs qui sont ouverts, qui sont fermés, je peux me focaliser sur moi. Et en suivant notre méthode de tout faire ensemble, Bertrand, il a récemment aussi commencé à faire du yoga. J'imagine Bertrand faire du yoga. C'est ça, exactement. Et surprenamment, il est vraiment très bon. Et je pense que pour lui, c'est pour aider le stress. Son cerveau a l'air... je pense qu'il organise très bien les choses dans son cerveau, mais le stress est ce qui attaque le plus. Tandis que peut-être je gère assez bien le stress, mais j'ai du mal à organiser tout ce qui est dans mon cerveau et tout ce que je dois faire également. C'est sûr qu'étant un CEO et COO de son côté, et parent et ami, et voilà, ça prend beaucoup de... La tête. Dans le bon sens. Et du coup, tu es tombée enceinte pendant Eco House. Oui. Au bout de combien d'années de vie d'Eco House? Oui, je dirais alors c'était en 2015, 7 ans, après 7 ans d'Eco House. Comment ça allait à ce moment-là, Eco House? Ça allait, en fait, Eco House, elle est toujours bien dans le sens où on adorait ce qu'on faisait. On faisait des très très belles maisons, des très beaux, on avait des clients satisfaits. Très satisfait, on avait commencé à avoir une très belle réputation, donc au fond ça allait bien. On avait accompli beaucoup des choses, des ambitions qu'on avait par rapport au nombre de constructions, des choses comme ça. Par contre, au niveau rentabilité de la société par année, c'était très difficile. Également, un point à mentionner, c'est les événements de la vie, perdre quelqu'un de très proche ou d'autres événements qui peuvent affecter une des personnes va
obligatoirement, naturellement affecter l'autre. Ouais. Donc, Ouais. c'est certain qu'il y avait des moments où on a perdu le père Bertrand en 2012 et pendant une bonne année, c'était vraiment très compliqué de gérer tout ce qui était perso et pro en même temps. Bah oui, c'est clair. C'est ça qui est horrible aussi quand tu es entrepreneur, c'est que tu peux pas prendre de pause. Quand il se passe quelque chose, il faut continuer à travailler parce que personne n'est là pour Exactement. Déjà, prendre la prendre des main, quoi. congés, c'est assez difficile. Donc, des pauses, voilà. Donc ça allait bien, mais je pense qu'on se disait, en fait, à partir de, 6-7 ans, je me rappelle du jour que j'ai su que j'étais enceinte et on était sur le point de dire, bon, mais est-ce que l'un de nous devrait peut-être pas faire autre chose et on va embaucher quelqu'un pour, pas parce qu'on s'entendait pas bien, mais on se disait, bon, mais c'est peut-être plus de certitude, on va avoir l'enfant. Voilà. C'était planifié, cet enfant, ou c'est Oui, arrivé un peu par c'était surprise? planifié il y avait très longtemps, en fait. Donc, c'était la meilleure nouvelle qu'on aurait pu avoir à ce moment-là. Ah, super. On aurait essayé très longtemps. Et donc, quand c'est arrivé, je pense que de toute façon, étant entrepreneur, il n'y avait jamais un bon moment. Non, On se c'est clair. disait ça pendant quelques années, mais on a 2 constructions en même temps, dans différents endroits de la France, c'est pas le moment. Je pense que c'est jamais le moment pour un entrepreneur, mais c'est peut-être toujours le moment. Donc pour nous, c'était en même temps un très bon timing par rapport à EcoHouse de nous faire prendre un peu de recul. Donc le risque le plus important de faire un start-up et surtout de travailler en couple, c'est la tête dans le guidon, je pense que c'est l'expression, de se perdre complètement dans ce qu'on fait et on vit, on respire, on mange, on boit, EcoHouse dans ce cas-là, et maintenant c'est souvent Beacon. Donc ça, c'est assez dur de se rendre compte de ça sans facteur externe. Donc on a eu quelques moments où il fallait partir en voyage avec la famille et on a pu avoir une coupure, mais sinon ça devait être forcé. Et là, avec l'arrivée de Carmen, donc c'est ma fille qui a maintenant 4 ans et demi, c'est arrivé assez naturellement. Bon, c'était difficile en termes du planning de chacun, mais on a vite trouvé un bon équilibre. Mais c'est naturellement, on ne pouvait plus que penser au boulot. Et c'est très facile quand tu regardes ton petit bébé de ne penser qu'à son avenir et ce qui se passe dans sa tête et ce qui va se passer les prochaines semaines, heures, mois, années. Obligatoirement et une chance. Heureusement, on peut mettre à part les choses qui sont vraiment uniquement pro et ça met en perspective le stress et le bonheur. Ouais. Et quand tu étais enceinte de Carmen, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu t'es dit, bon, je vais être enceinte, enfin je suis enceinte, est-ce que ça a remis un peu en question ta carrière professionnelle? Non. Est-ce que tu t'es dit, ça va ralentir un peu notre business, oui. ça va... Oui, sans remettre en question, c'est certain. Oui, on s'est dit, ça va être, il va falloir qu'on arrête de travailler jusqu'à 4 heures du matin, ou plutôt qu'on travaille à 4 heures du matin, mais c'est parce qu'on est en train de s'occuper de la petite en même temps, dans les premiers mois. Je me suis posé la question de à quel point ça allait ralentir notre manière de travailler, mais je pense qu'assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait être plus efficace. Je pense que je l'ai déjà dit, Lisa, mais si tu as quelque chose à faire, demande à quelqu'un qui est occupé. Et là, on devenait direct 1000 fois plus occupé, 3 fois plus occupé, on peut dire qu'on était avant, et on se considérait avoir des horaires, des plannings très, très chargés déjà. Donc, on s'est juste remanié un peu tout. C'est vraiment ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Je pense que l'entrepreneuriat prépare quelqu'un très bien pour être parent, pas forcément d'être un bon parent, mais l'idée je dis pas ça du tout, parce qu'il y a des bons entrepreneurs aussi et des mauvais, mais ça prépare dans le sens où tu peux pas avoir ton propre planning et tes propres idées de comment les choses vont se passer, et il se passe comme ça, ça arrive jamais comme ça. Il faut toujours être prêt au changement. Exactement, il faut être hyper résilient. C'est mon mot de l'année, mais on entend pour plein de différents sujets, mais la résilience et puis la flexibilité. Et donc, on a dû mettre un peu plus de forcing sur notre résilience et créativité. Mais on savait qu'on pouvait le faire. Je pense qu'on se disait, bon, mais... les gens ont les familles tout le temps, c'est sûr que ça nous fait un peu peur, mais je pense comme n'importe quel futur parent. Oui, c'est clair.
Et du coup, après la suite d'EcoHouse, Carmen est arrivée. Exactement. Comment ça a évolué? Exactement. Donc après, je dirais 8 ans, disons, de EcoHouse, où chaque matin, on se réveillait avec le grand sourire en se disant mais on adore ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, même si, comme je vais toujours le dire, il y avait énormément de stress, ça c'était pas la question. Donc après 8 ans, on commençait à se lever un peu moins vite le matin, et également bien sûr c'est sûrement grâce à Carmen, on se disait c'est peut-être pas très sain notre manière de travailler sur quelque chose qui ne passionne pas autant que notre fille, et de devoir passer plus de temps sur ça qu'on aurait pu passer avec notre fille. Et on a changé un peu d'objectif, je pense. Et il y a plein de choses comme la nature de l'industrie de la construction en France et puis le sud de la France. En tant que femme, je n'étais pas hyper épanouie avec EcoHouse. Dans le boulot que je faisais, oui, mais dans la relation avec le public ou les gens, les professionnels de notre industrie, C'était un peu caché derrière Bertrand aussi. Oui, il était le dirigeant. Je suis toujours un peu plus timide dans ma deuxième langue en français. Donc je m'étais pas plutôt mis derrière, et aussi je faisais beaucoup de tout ce qui était l'architecture, c'est un grand mot. Je faisais des designs de maisons, je faisais beaucoup plus d'ordinateurs et de présentations pour les clients, beaucoup de chiffrage. Donc je faisais beaucoup plus de back office, on peut dire. Et c'est vrai que et Bertrand ne voulait pas forcément toujours être devant non plus, et en parlant avec des gens en discutant que côté client, il aurait bien aimé utiliser son cerveau plus côté économie et analyse. Donc on a commencé à regarder d'autres choses sans forcément penser à arrêter EcoHouse. Mais étant donné que Bertrand était dans la finance, il y a toujours ça dans l'esprit quand il regarde les courbes de bourse aux États-Unis. Et il me disait depuis quelques mois, il y a vraiment quelque chose, je pense que le cannabis, ça devient légal, ou je ne sais pas, aux États-Unis. T'as réagi comment quand tu t'as dit ça? En fait, je viens du Canada, donc c'est vrai que là-bas, mais ce n'était pas légal jusqu'à il y a 1 an et demi, mais c'était presque tout comme. Donc c'était pas légal avant ça, mais c'était vraiment très accepté. C'est pas quelque chose que j'imaginais jamais être légalisé. Et j'avais entendu, bien sûr, aux États-Unis, des États qui s'ouvraient à ça, mais je savais pas, j'avais même pas pensé à ce que ça représenterait sur les courbes que Bertrand regardait. Il disait, mais c'est vraiment une industrie qui est dynamique. Je pense que c'est peut-être la nouvelle dot-com, en fait, ou la vague de tout ce qui était, la dot-com era, où il y avait toutes les techs qui commençaient à... Silicon Valley et tout ça, c'est une nouvelle industrie qui se crée, et c'est rare de voir les nouvelles industries qui se créent ces jours-ci. C'est vrai, on pense que tout est déjà fait. Exactement. Et c'est ça. Et en plus, c'est un sujet qui nous passionne beaucoup. Il y a énormément de choses avec le cannabis en général, que ce soit le médical ou bien-être, mais également récréatif, c'est notre sujet, mais également tout ce qui est lié avec le cannabis et le chanvre dans la justice sociale, l'histoire derrière cette plante. C'est vraiment c'est un sujet passionnant. Et donc tout ça pour dire que je pense que l'architecture et la construction bois, c'était très passionnant, mais on avait trouvé presque du jour au lendemain qu'on a commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait et pourquoi il y avait autant d'ébullition autour de cette industrie. On était assez rapidement, je ne veux pas dire accro, parce qu'on parle de... Oui, c'est pas le bon terme. On était assez rapidement, ça nous avait vraiment convaincus et conquis peut-être en tant que nouvelle activité. Et donc on a dans l'espace de 6 mois, on avait fait un voyage aux États-Unis pour vraiment voir comment ça se passait là-bas, autant au niveau culture qu'au niveau investissement, qu'au niveau analyse en laboratoire, parce qu'on s'était dit que la première chose en France, c'est très très interdit, c'est très tabou, ça serait avant assez longtemps, et surtout à ce moment-là, que quoi que ce soit serait légal, mais la première étape sera le testing, l'analyse et la preuve que ce soit quelque chose de légal. Donc, on avait fait un voyage aux États-Unis, ça nous a consolidé, ça nous a confirmé
notre volonté de partir dans quelque chose comme ça, mais pas forcément en premier plan de notre carrière, mais juste de voir comment ça se passait on the side. Et la vie fait que la personne pour laquelle on était en train de construire sa maison, une très belle maison, était quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans différents types d'affaires partout au monde dans sa vie. C'était vraiment quelqu'un, je pense, un entrepreneur en série qui, voilà, s'il avait quelqu'un qu'on devait demander qu'est-ce que tu penses de se lancer un peu dans cette industrie qui se développe à l'autre côté de l'Atlantique. Et puis cette personne nous a encouragés, prudemment, mais encouragés de se mettre en relation avec d'autres personnes qui connaissaient, qui étaient intéressées dans le même aspect pour différentes raisons, de différents domaines et différents angles. Et il nous a mis gentiment en contact et à partir de là, on a lancé Beacon. Wow. Mais du coup, Eco House. Et du coup, Eco House. Donc pendant 1 an, on tenait les deux. Je participais beaucoup plus sur Beacon et on avait de moins en moins de projets parce qu'on imaginait vraiment terminer les projets en cours de construction pour éventuellement transitionner, que ce soit nous deux ou juste l'un des deux. Et on avait également changé un peu de stratégie en Eco House, qu'on n'aurait pas autant besoin de moi pour la construction de maison. On allait partir plus sur les bois de qualité en commerce. Et donc, c'était le plan de voir comment ça se passait. Mais Beacon, dans l'espace de 1 an, a tellement évolué. On a énormément voyagé. On a fait beaucoup de conférences, surtout pour ma part. Donc, une fois que je m'étais vraiment mis un pied dans cette industrie, dans le business en Europe de ce qui se faisait et aussi toutes les autres facettes de cette plante, je me suis rendu compte que c'était non seulement quelque chose que, pour toutes les raisons que j'ai citées avant, m'intéressait, mais également c'est quelque chose qui parlait à mon cœur, au plus profond, dans le sens de, je pense être quelqu'un de très empathique, sûrement à un défaut parfois. Enfin, un défaut, je sens très fort les émotions des autres souvent. Et puis, voir les histoires des personnes qui étaient vraiment, qui arrivaient à surmonter la douleur ou à vivre avec la douleur ou à même guérir certaines maladies ou afflictions avec une plante qui était aussi stigmatisée et tout, depuis tellement longtemps. J'avais trouvé ma mission. Je ne me dis pas sur une mission dans la vie, dans le professionnel normalement, mais là, c'était vraiment, ça m'a touchée au plus profond. Et Bertrand également. Et là, quand l'occasion s'est créée, on va dire, au niveau des constructions en cours, au niveau de tout ce qui était en train de se passer avec Eco House et les salariés et leur position, il y avait un bon moment de faire le choix de vraiment arrêter. Et c'était temps, de toute façon, d'arrêter Eco House. Du coup, est-ce que tu as vécu Eco House un peu comme un échec ou comment tu repenses maintenant sur le moment et maintenant? Sur le moment. Alors, moi, personnellement, non. Sur le moment, et je ne sais pas si c'est un mécanisme de défense interne que j'ai ou si c'est vraiment la manière dont j'étais élevée. Il y a beaucoup par exemple, mon père qui était militaire, son truc à dire tout le temps qui nous énervait beaucoup, mais on en est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il disait toujours ça, bon, mais ça c'est du passé, on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Il parlait souvent de qu'est-ce qu'on avait appris, mais c'est souvent, bon, mais acceptons ce que l'on ne peut plus changer, avançons et changeons les choses qu'on peut changer, en fait. Donc ça c'est un côté. C'est vrai. Et aussi il y a ma mère, donc je donne beaucoup de crédit à mes parents pour ce qu'ils m'ont appris dès très jeune. Mais ma mère, elle se lève tous les matins en disant belle journée qui s'annonce, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et c'est vraiment, ça se voit dans sa personnalité. Et les deux choses comme ça, je pense qu'ils m'ont transmis. Là, on était sur un point avec Eco House. On allait laisser, ça allait être difficile pendant quelques mois, voire 1 an, de tout finaliser, mais ça allait être derrière nous. Et tout le stress lié à ça, on savait qu'on allait avoir de nouveaux stress avec Beacon, mais notre décision était prise. Donc, pour moi, c'était, bon, on doit finaliser ça. Il va y avoir des moments pas très agréables. Quand tu fermes une société, c'est jamais très agréable. Donc,
jamais évident la partie après, mais avoir cet objectif en tête de vraiment se donner à fond pour Beacon, comme on avait fait pour Echoes, mais avec une équipe cette fois-ci. Et là, c'était vraiment ce qui nous inspirait cette fois-ci, c'était de dire, bon, mais si on doit apprendre de nos erreurs, l'une des plus graves était de ne pas mieux s'entourer avec Echoes, excuse-moi. Parce qu'on était quasiment que vraiment tous les deux dans la partie gestion, bureau, administration, tout, à part nos employés, jusqu'à ce qu'on a trouvé notre chère Lisa. Nos employés étaient uniquement sur le chantier, donc c'était, on avait juste zéro aide. C'est pas du tout pour me plaindre, mais on n'a pas fait les bons choix par rapport à ce qu'on n'avait pas en interne et ce qu'on aurait dû sous-traiter, par exemple. Donc, en commençant Beacon avec une équipe qui est vraiment une équipe assez de choc, j'ai envie de dire, on était 5 cofondateurs et âgés de... donc, est-ce que Bertrand était le plus jeune? Oui, âgé de 35 ans à 67 ans. Ah oui, donc très varié. C'est ça, avec de 5 nationalités. Enfin, entre nous, on avait 5 ou 7 nationalités et beaucoup d'expériences différentes. Et on comptait beaucoup sur l'expérience des autres aussi dans d'autres domaines pour entrer dans ce nouvel domaine que personne ne connaissait vraiment. Donc, on allait tous devoir apprendre. Et c'était un challenge tellement attirant. Les autres, ils ont embarqué rapidement dans le projet. Vous leur avez... Enfin, c'était des gens déjà intéressés par cette industrie-là ou vous avez dû les convaincre? Non, alors on n'a pas dû les convaincre. Il y avait donc une partie, donc on a notre partie stratégique est à Munich et c'est un grand ami à Bertrand et sa femme qui devient un grand ami à moi, qui sont excellents dans leur domaine, excellents dans leur domaine et ils voyaient bien la potentiel déjà de cette industrie, mais notamment, on avait focalisé au début sur le marché de cannabidiol, de CBD pour les animaux domestiques. Et cette équipe à Munich, qui vraiment, ils étudient des business plans toute la journée, ils voient le monde des affaires, ça leur parle énormément et ils voient des tendances, ils savent bien déceler qu'est-ce qui va, voilà, l'avenir, on va dire. Ils étaient vraiment à 100% dès le début pour ce projet et pour un projet un peu plus large. Ce qui a vraiment changé la direction de Beacon, qu'au début, avant que c'était Beacon, on n'était pas forcément dans le côté cosmétique. On était très centré sur le chanvre, même tous les usages du chanvre qu'on pouvait maîtriser. Donc, limite la cultivation, la transformation, la vente, la distribution, mais pas forcément le côté cosmétique. L'une des autres personnes de notre groupe, qui est basée en Ardèche, est notre responsable scientifique et technique, parce que c'est clairement le côté que nous n'avions pas en interne entre moi, Bertrand, et Luc et Hannah qui sont à Munich. Et c'est Philippe qui a un laboratoire de cosmétiques naturels, focalisé sur les cosmétiques naturels en Ardèche. Et lui, c'est quelqu'un qui était aussi vétérinaire de formation. Donc, même lui, et franchement, c'est une histoire à lui tout seul, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Oui, c'est un autre sujet. Exactement. C'est à la fois une scientifique, un artiste, un businessman et un peu je ne sais pas si on se dit savant fou, mais un peu un génie dans son propre domaine. Et lui, il avait... par son réseau, il avait entendu parler du CBD. Ouais, peut-être tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent pas. Tout à fait. Donc le CBD, c'est le cible de Beacon en termes d'ingrédients, c'est le CBD, qui est une molécule qui s'appelle le cannabidiol. C'est une molécule du cannabis. Dans le cannabis et le chanvre, il y a en différentes concentrations. Il y a du THC, il y a du CBD, il y a d'autres cannabinoïdes et bien sûr d'autres matières. Le THC, c'est tétrahydrocannabinol, c'est ce qui rend les gens, donc on dit stone, ou ce qui intoxique avec le cannabis. C'est la molécule qui est responsable pour le côté défond, si je peux dire, du cannabis. Le chanvre, au contraire, a un très très faible pourcentage de THC, c'est pour ça que c'est légal en Europe de le faire pousser, mais il a une bonne partie de CBD, une bonne concentration, une bonne teneur en CBD. Et le CBD, c'est une molécule
assez extraordinaire qui est en train d'être découvert parce que depuis jusqu'à récemment, on ne pouvait pas faire beaucoup d'études sur les molécules de cannabis, même juste les molécules seules. Ça commence et c'est une molécule qui, dans les cosmétiques ou dans les huiles qu'on peut prendre sous la langue autrement et dans les médicaments éventuellement, ont beaucoup d'effets sur un nombre d'afflictions. L'industrie du cannabis légal en Europe, c'est vraiment en ce moment focalisé autour du CBD. Le CBD, il a un profil de sécurité très favorable, donc ce n'est pas du tout intoxiquant, pas du tout psychotrope, mais ça peut agir sur des choses comme le stress, ce qui est, je pense, un des fléaux, je peux dire, le stress qui envahit tout le monde. Je pense qu'on est presque là à l'appeler un fléau. Le stress, l'angoisse, parfois avoir les nerfs avant une présentation, il y a beaucoup de gens qui le prennent pour ça. Ça aide énormément, ça peut aider énormément à l'épilepsie. Donc, il y a des... Bon, nous, on n'est pas dans le médical, mais il y a des formes d'épilepsie, surtout quand c'est l'épilepsie infantile qui ne répondent qu'au CBD. Ils ne répondent à rien sauf le CBD. Donc, c'est vraiment une molécule qui est fascinante. Il y a une industrie du CBD maintenant. Ce n'est pas juste l'industrie du cannabis, c'est vraiment focalisé sur le CBD. Et c'est une molécule, pour revenir à l'histoire avec Philippe, que quelqu'un lui avait introduit 5 ans avant en lui disant... Oui. Un ami à Philippe avait dit, sois vigilant, regarde bien, suis bien ce molécule, il va devenir vraiment important. Il était pionnier, ce monsieur. Vraiment. Et Philippe, qui n'allait pas forcément se lancer, il n'était pas du tout dans l'idée de partir dans un business de cannabis du tout. Il est assez réticent de ce côté-là. Mais voilà, il a retenu ça. Et quand on a été introduit à Philippe en lui expliquant mais est-ce que c'était le cannabidiol, il a dit non, mais c'est bon, je suis dedans. Vous m'avez, on lance ça ensemble. Et plus besoin d'expliquer. Je sais que c'était quelque chose qui devait venir. Là, on va le faire ensemble. Donc, lui, super. Et c'est vraiment, c'est ce moment-là. Ce sont ces moments-là que pour référencer un peu les questions qu'on a couvertes avant, pour te donner une idée de notre vie. Bertrand revient de ce rendez-vous avec Philippe, qu'il avait été présenté sans vraiment savoir ce que Philippe faisait. Cette personne qui nous a mis en relation a juste dit il faut aller parler à ce monsieur. Et Bertrand est revenu ce soir-là après une longue meeting. Et Carmen était toute petite et je me rappelle de me dire j'ai hâte qu'il revienne, j'ai besoin d'une pause. Et quand il est revenu, il m'a dit bon, mais on va se lancer avec ce monsieur et on va faire des produits cosmétiques. Et il est, voilà, on va lancer des cosmétiques. On va aussi faire des choses pour les chiens et pour les chats parce qu'il est vétérinaire et c'était très bien passé. Et donc, notre vie, juste comme ça, pas notre vie, mais les plans... Oui, tout a basculé, quoi. Tout a basculé. Enfin, basculé dans le bon côté. Exactement. Et donc, c'est concours des circonstances. Donc, parfois, je pense à... Et des rencontres, surtout, en fait. Des rencontres. Et quand je pense à Echoes, quand tu me disais, est-ce que... ou peut-être si j'avais des choses à faire différemment, et j'ai appris beaucoup de leçons. C'est sûr que si on me posait cette question, je ferais des choses différemment. Mais tout a amené à vraiment construire cette maison pour cette personne qui nous a introduit à Philippe. Qui, voilà, donc c'est... Voilà, c'était vraiment... Même dans vos compétences, chacun, Bertrand et toi, pour la gestion de société et tout ça. Ah oui. Je pense que ça aussi, tout à ça fait. vous a fait gagner en expérience. Vraiment. Ouais, en fait, rien n'est échec au final parce que tout ce que tu fais, même si ça n'a pas le succès escompté, ça aide à arriver à progresser tout le temps. Là, c'est vrai que, tu vois, j'ai lu un livre récemment, ça s'appelle Le Talent Code. Écrit par Daniel Coyle, et franchement il a bousculé ma manière de voir la vie. Tu devrais le lire. En gros, c'est un scientifique qui parcourt le monde pour aller en fait étudier les foyers de talent. Par exemple, pourquoi les Brésiliens ils sont plus doués au football que les autres, pourquoi je crois que je sais plus, en Russie je crois il y a un foyer de talent de tennisman, pourquoi, il va étudier les musiciens, les sportifs, un peu des talents divers à travers le monde. Et il étudie aussi, en fait, il a compris qu'il y avait, en fait, dans le cerveau, on a ce
ce qu'il appelle la myéline. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Bon, j'avoue, je saurais pas très bien l'expliquer parce que je suis pas scientifique, mais en gros, c'est de la substance que tu as sur tes, j'ai envie de dire fibres nerveuses, mais je suis pas sûre du terme. Ok. Et en gros, quand tu apprends, par exemple, tu apprends un instrument de musique, le plus tu vas répéter tes notes, tu vas travailler, tu vas prendre de l'expérience, le plus tu vas avoir de la myéline qui va se mettre, donc cette substance qui va se grossir dans ton cerveau, et le plus tu vas pouvoir répéter tes gestes plus vite, plus efficacement. Oh, génial. Et en fait, il explique qu'en fait, le talent, c'est pas forcément inné ou un don qui tombe du ciel, mais c'est en fait le travail. C'est le travail. Ça peut être aussi les gens que tu rencontres qui vont te motiver, donc ce qu'il appelle les coachs, Oui. qui vont réussir à te booster et te faire travailler encore plus. Et bon, bref, tout ça pour dire que dans son livre, à un moment, il dit, c'est un peu ma phrase en ce moment, il dit « L'échec ne me paraît plus être en contretemps ou en retour en arrière, mais en chemin pour avancer ». Et je trouve que c'est trop vrai parce que souvent on voit l'échec, j'ai échoué, je suis nulle, je vais pas y arriver, alors qu'en fait peut-être qu'il faut cette difficulté-là pour aller plus loin, pour au contraire atteindre quelque chose d'encore mieux, auquel tu n'aurais même pas pensé avant, mais bon bref, je suis partie un peu loin dans mes... Non, je te rejoins à 100%. Je pense que c'est surtout, il faut reconnaître ça, il faut savoir ça. Pour l'intégrer dans l'attitude. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que même si on peut même se dire, bon, mais non, ouais, en fait, c'est pas vraiment un échec. On peut se convaincre, mais il faut que ça devienne une partie intégrale de l'attitude, de se dire, ben, on ne fait rien si on ne fait pas de bêtises. En fait, on avance. Si on ne se trompe pas. Si on ne se trompe pas, oui. Les bêtises, c'est pas pareil. On ne fait rien si on ne se trompe pas. Et puis surtout, j'ai lu, je lis plutôt des micro-articles en ce jour-ci, mais je vais vraiment m'intéresser à ce livre parce que je trouve ça... Moi, je t'ai pas dit en combien de temps je l'avais lu. Hein. Okay. Je vais prendre pour l'été. Donc, je lis plutôt des articles ces jours-ci, et dans l'article, c'était juste un survey, un sondage des entrepreneurs et à quel moment de leur vie et combienième entreprise, à partir de combienième, ils se sentaient vraiment qu'ils avaient eu du succès ou qu'ils avaient atteint les objectifs. Et il y a 20 ans, c'était 35 ans, je pense, quelque chose comme ça, et deuxième entreprise, ce qui est déjà, on se dit, bon, mais il y a des gens qui réussissent dans le sens, dans un sens, mais dans un bon sens, dans la vingtaine, mais 35, et maintenant c'est plutôt... Même 35, ça me paraît tôt, hein. Oui, ça c'était il y a quelques décennies. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt, je ne vais pas dire une bêtise, 48 ans. Et entre le troisième et le quatrième aventure, plutôt projet. Donc, c'est peut-être pas forcément des entreprises, mais je pense que ces jours-ci, et c'est hyper normal de faire plein de différentes choses, et on ne va pas avoir un succès à tous avant d'arriver à ce qu'on veut vraiment faire et ce qui nous plaît au moment donné. Et après, il faut toujours pouvoir l'adapter pour plus tard. Mais je pense que c'est très, très important déjà de cultiver. J'adore cette idée de myéline parce que je pense que là c'est vraiment quelque chose physique qui se passe, mais je pense qu'au niveau émotionnel, de prendre pas mal de claques, bien sûr, c'est important. Vraiment, que ce soit dans le business, le quotidien de travail. On avait eu bien sûr, on était dans la construction, on a eu des soucis là, on est dans le cannabis légal qui est légal partout pareil, donc il y a des claques un peu de partout. Là, c'est au niveau législatif, là, c'était plus au niveau météo, autre avec Écosse. Et donc, je pense que c'est le plus qu'on peut... je vais dire encore prendre des claques, mais vraiment le plus qu'on peut avoir des échecs, si on veut les dire comme ça. Mais affronter des difficultés, quoi. Oui, affronter des difficultés et pas forcément toujours s'en sortir comme on aurait aimé, parce que c'est là où on apprend le plus.
Oui, c'est primordial. Donc, si on n'intègre pas, ça c'était mon point de départ, dans notre attitude, l'idée de dire, bon, mais on va échouer dans certaines choses, on va préparer pour le mieux, mais enfin, on va s'attendre au mieux, mais on va préparer pour le pire, mais même se préparer mentalement. Si on n'a pas ça, je pense on va vraiment rapidement tomber de haut parce que c'est ça l'entrepreneuriat, en fait. Ouais. C'est dépasser les obstacles, en fait. Exactement, exactement. Et parce que quand on travaille pour l'entreprise ou même quand on est jeune ou quand on est à l'école, tous les autres personnes s'occupent des obstacles pour nous, dans un sens. Il n'y a rien qui met en cause une société que nous, on peut faire quand on est au niveau d'un employé, mais quand on est à la tête, c'est vrai que ça met beaucoup de responsabilités très, très rapidement, que parfois on assume au fur et à mesure, on se rend de plus en plus compte. Je pense qu'on n'avait pas, comme je dis, on était un peu naïf avec Bertrand. Après quelques semaines de discussion avec tout le monde, on a créé Beacon. Et là, ça fait faire donc 2 ans et presque demi qu'on on fait Beacon, on est ensemble. Et c'est une expérience extraordinaire par rapport. Et donc toi, tu es CEO. Donc moi, je suis CEO. Comment ça s'est fait, cette décision de te mettre à la tête? Je pense à la limite, c'était peut-être aléatoirement parce que les seules personnes qui allaient vraiment pouvoir passer du temps et qui étaient intéressées à amener un projet comme ça, de donner la vie et de travailler un peu tous les jours, plutôt tous les nuits. C'était nous avec Bertrand. Bertrand était déjà gérant d'EcoHouse et Philippe était gérant du labo. Et ils ont dit mais qui voudrait l'être, et honnêtement c'est sûr que c'était, j'ai dit oui, bien sûr. Tu t'es proposé ou on a pensé à toi? On m'a regardé, je pense que c'était un peu ouais, j'étais pas celle qui avait le plus qui avait le plus parlé de ce projet non plus. Je pense qu'on avait on m'a regardé et j'ai dit volontiers. Encore. Et sur le coup, ça t'a fait stresser et tu t'es dit, oulala, est-ce que j'ai les épaules pour être CEO, ou t'as pas capté l'ampleur du truc? Exactement, j'ai pas capté l'ampleur du truc. J'ai quand même bien, je peux paraître parfois je me remets beaucoup de questions, ou je peux paraître insécure. Je suis assez confiante dans mes capacités, mais je ne savais pas donc, affronter le boulot qu'on me donne. Donc, je me disais, OK, c'est un nouveau challenge, très bien. Mais non, je n'avais aucune idée de ce que ça impliquait, ce que ça impliquerait, en fait. J'aurais pu avoir une idée de ce que ça pouvait impliquer, mais par contre, personne ne savait l'avenir de Beacon, personne ne connaissait l'avenir de Beacon, et personne ne pouvait prédire quel rôle ça pouvait être vraiment d'être CEO. Et donc, et jusqu'à cette année, les premières années, c'était plutôt en mode start-up de toute façon. Donc, c'est bien d'être CEO, mais on n'a personne, on ne peut déléguer à personne. Donc, c'est plutôt, c'est sympa, mais c'était plutôt start-upeuse en fait avec Bertrand et Luc. Il y en a qui travaillent un peu là-dessus aussi. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était très bien d'être à Vals. On avait notre labo, on a le labo de cosmétiques là, qui appartient à Philippe, mais que ça allait être difficile d'obtenir des clients et de s'intégrer dans cette industrie depuis ici. Donc, j'ai commencé à voyager énormément pour Beacon, et c'était quelque chose qui m'avait toujours tenu à cœur. Mais par contre, pour les 10 ans où j'étais avec EcoHouse, à part aller au Canada, je vais très 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 peu voyager, et très peu voyager seule parce qu'on était toujours en couple. Donc, ça t'avait manqué? Manqué sans le savoir. En fait, j'étais toujours voilà, c'est un peu ma personnalité. Je roll with the punches. Je suis. Tu te contentes un peu de ce que tu as sur le moment, et quand tu as quelque chose d'autre, tu es encore plus contente. Oui, on va dire ça paraît sympa comme ça. Non, c'est un peu ça. Je me dis, en fait, je vais repasser un proverbe ou autre, mais je pense vraiment, pour moi, au moins dans ma vie, c'est peut-être pas ce qui s'applique à tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment le bonheur. Ce n'est pas une destination, en fait. Donc, c'est un mode de travel, c'est un mode de voyager, mais c'est vraiment ça que je me garde à l'esprit. Je pense que c'est devenu très naturel pour moi, que je refuse de me dire je vais être content quand ça serait passé, ou quand ça serait. C'est sûr que je serais soulagée après des événements importants seront passés, mais non, par contre, je me dis, on a pris ce choix d'être entrepreneur, de vivre ça tous les jours, c'est parce qu'on aime ça, en fait. Donc si on oublie que
qu'on peut être heureux en tout temps. J'ai divagué un peu, je pense, c'est très bien. Mais voilà, ça m'avait manqué, mais surtout, c'est là où je me suis vraiment épanouie, en fait. Que ce soit parce qu'on était dans la construction avant, donc c'est vraiment un domaine où je me faisais très souvent poser des questions, je peux parler aux responsables, même si j'étais un peu co-gérante, que j'étais pas vraiment mise en valeur, pas pour la faute de personne, mais juste dans l'industrie. Et où on est Une industrie très masculine aussi. très masculine, et également dans le sud de la France où ce n'est pas exactement le même qu'au Canada. C'est sûr que c'est pas le même qu'au Canada, mais oui, avoir une femme qui pouvait être chef dans une entreprise qui était locale ici, il y a j'espère de plus en plus, mais ce n'est pas commun. Par exemple, aux écoles ici, ils nous disent toujours si les mamans veulent faire des biscuits pour cet événement, ils ne mentionnent même pas les papas. Donc on est quand même dans un petit peu je sais pas comment le dire gentiment, mais on est un peu, voilà, c'était pas la vie dont je me suis habituée au fait. Parce qu'au Canada, c'est beaucoup plus commun que les femmes soient ambitieuses, entrepreneurs. Je pense que même en France, dans d'autres endroits, en même temps, on a toujours influencé un peu par notre famille ou belle famille, mais l'idée à Mala Taverne, qu'on est 800 personnes, même en Montélimar, c'est assez petit, mais qu'on puisse être une femme qui dirige une société qui va être déjà, on parle du prochaine société, mais dans le cannabis légal en Europe, qui vient du Canada où c'est légal, donc les gens se posent vraiment des questions sur pourquoi je fais ça. Mais pour revenir, donc, tu n'as fait que voyager, tu te sentais. Oui, non, exactement. Donc j'avais envie d'être dans une industrie aussi un peu plus ouvert d'esprit, je vais dire, pour ça. Et c'est vraiment le cas dans le cannabis. Donc, j'ai commencé à voyager beaucoup, surtout faire beaucoup de conférences qui étaient... j'ai retrouvé le plaisir d'apprendre et de découvrir et de remettre en question tous mes a priori aussi. Enfin, même si j'aimais vraiment contre le cannabis, j'avais beaucoup d'a priori sur ce que ça faisait, ce que cette plante pouvait amener et pas amener, ou en fait plutôt ce que cette plante pouvait amener en bien et en mal. Et donc, là, la seule chose, c'est qu'en voyageant beaucoup, c'était juste pile au moment où j'avais un enfant en bas âge. Elle avait quel âge à ce moment-là, au début de Bican? Au début de Bican, elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans, ah, oui. Exactement. Elle venait juste de fêter ses 2 ans. Du coup, ça t'a fait quoi, comme ça, de devoir... tu voyageais à quelle fréquence à peu près? Oui, donc chaque mois, donc une fois par mois au moins, mais parfois il y avait des mois où je faisais 3-4 voyages, que ce soit juste à Paris pour une nuit ou à Londres pour 2-3, ou au Canada ou aux États-Unis pour le travail pour une semaine. Donc c'était, ça commençait un peu plus tranquillement, après ça montait. Au départ, on allait tous un peu faire des conférences, donc je me disais ça allait être faisable de faire un petit voyage tous les 2-3 mois, mais là c'était devenu vraiment mon boulot à moi de suivre l'industrie et de faire ce boulot de networking et aussi d'éducation. Donc, c'était assez bien. Je pense que c'était très important pour Carmen et pour moi, en fait, de se séparer, parce qu'on n'avait pas... on n'avait vraiment jamais vraiment vécu séparément. Elle avait dormi chez sa grand-mère, sa grand-mère. Mais on n'avait pas eu ça. Donc, même si j'étais passionnée par le boulot, j'avais des a priori de partir pendant une semaine. Mais par contre, ça a fait le plus grand bien pour les relations les relations. Elle avait 2 ans, mais de plus en plus avec son père, parce qu'elle était extrêmement attachée à moi. J'avais allaité pendant plus d'1 an et elle était très, très maman. Et en plus, j'étais toujours à ses côtés. Et donc, il y avait moins de place pour papa. Et maintenant, quand j'étais partie une semaine à la fois, ou parfois une semaine et demie, je revenais et je voyais vraiment une très belle chose qui s'était produite. Donc, c'est chou. Et est-ce que avant de partir, tu t'es dit parce qu'en fait, je sais que parfois on se dit il va pas faire aussi bien que moi, il va pas réussir à faire ça, ou il va pas faire ça correctement. Tu vois. Est-ce que du coup, tu avais ces craintes-là? Oui. Est-ce que j'avais des craintes là? Moi, non, pour être honnête, j'avais peur et c'est avéré inutile, mais j'avais peur qu'il demande à sa mère de s'occuper de Carmen, en fait, parce qu'il n'avait jamais vraiment passé du temps avec des enfants, en fait, des enfants de bas âge. Surtout, moi, j'avais 18 cousins plus jeunes que moi. Et donc, j'avais plein d'expériences, mais lui, il était un peu... Surtout, c'est différent, un petit enfant, un petit garçon, mais qu'un bébé. Un bébé, c'est sûr que... Donc, j'avais
peur plutôt qu'il allait se dire, bon, mais c'est un peu compliqué, je vais solliciter de l'aide. Et je voulais surtout pas ça parce que déjà, c'est sûr que tu sais, en tant que mère, parfois on se dit, mais est-ce qu'on se rend compte de tout le boulot que ça peut être quand on est seul? Donc ça, c'était bien. Et puis surtout, je voulais cette proximité entre eux. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je pense que pour Carmen, ça enseigne à être un peu, ça l'apprend à être un peu plus patient parce qu'elle est enfant unique encore, elle a 4 ans maintenant. Elle a toujours un peu sa maman quand elle veut, quand je suis là. Donc, voilà. Et elle n'a pas trop mal vécu d'être séparée de toi? Non, mais vraiment pas trop mal. Je pense qu'elle a un super père aussi, qui s'est, je vais trouver le mot, pardon. Il s'est épanoui plutôt, également en étant papa. C'est assez incroyable. Je sais que tu sais, c'est récent ton expérience, mais c'est assez incroyable comme ça peut changer la vie, mais également le cœur et la manière de penser, je pense, dès qu'on a un enfant. Donc, je pense qu'elle n'avait pas de mal. Moi, personnellement, et à chaque fois que j'étais quelque part, déjà quand on me demande qui s'occupe de mon enfant, je trouve ça vraiment hilarant. Parce qu'on ne demande jamais les hommes. Ça, c'est vrai. Donc, je fais toujours une petite réplique quand on me demande ça. Mais généralement, quand je suis partie, je suis très focalisée sur le boulot. Bien sûr, quand je suis au boulot, j'essaie d'être vraiment mindful. Donc, ça, c'est un concept que je découvre de plus en plus, mais quand je suis au boulot, je pense qu'à ça. Quand je suis à la maison, je pense qu'à ma famille, que je sais ce que je fais. Et là, j'étais en novembre, si je peux jeter une petite histoire. En novembre, je suis partie Montréal, Toronto, New York pendant une semaine et un peu plus. Je suis revenue pendant 2 ou 3 jours. Je suis partie à Liverpool pour partir de là à Malte pour revenir quelques jours, pour repartir à Londres à la fin du mois. Et c'était son anniversaire à Carmen. Donc, j'étais à New York quand c'était son anniversaire. Et je me rappelle là, j'étais... C'est 3 ans? C'est 4 ans. Donc, c'était juste ce novembre. Okay. Exactement. Et donc là, à 4 ans, elle a complètement conscience que je ne suis pas là et que c'est le jour de son anniversaire. Elle savait que c'était bien le jour. Et là, j'ai un complet breakdown dans l'aéroport JFK où je l'avais par vidéo et j'avais des larmes qui coulaient partout. Et elle disait, maman, mais par contre, j'ai eu un des récompenses, je pense, de l'éducation qu'on essaie de donner, même si ils sont très petits. Mais elle m'a dit, maman, c'est pas grave, tu fais quelque chose de très important. Je t'attends, c'est pas grave, maman. Et elle me rassurait. Donc, je me suis dit, bon, on a quand même bien fait parce que c'est possible. Et même, elle voit que c'est pas évident pour moi parfois. Mais à part ça, quand c'est 1 fois par mois ou 2 fois par mois, mais, je profite d'elle au maximum quand je suis là et on s'arrange bien. Et bon, là, elle a commencé l'école déjà? Oui, elle entre en grande section. Du coup, ça se passe mieux que quand c'était Equaus pour arriver à gérer en même temps travail et Carmen? Oui, en fait, oui, parce qu'on n'a pas de chantier, on va dire ça. Les chantiers, c'était vraiment quelque chose, mais c'est vraiment par rapport à... c'est vraiment par rapport au métier en soi, mais avec des chantiers, il peut y avoir des aléas, des imprévus vraiment très, très prenants et qui sont time sensitive. Donc, qui prennent beaucoup de temps? Non, plutôt qui sont urgents, une urgence à traiter, que ça peut vraiment chambouler un planning. Donc, je pense que ça aurait été plus difficile. C'est vrai qu'avec Bican, on est assez autonome, en fait. Donc, on fait beaucoup par Internet. Quand je voyage, je suis sans personne, mais on n'a pas beaucoup de rendez-vous fixés le soir ou des clients à présenter leur maison le soir, qui se faisait toujours le soir. Donc oui, sûrement c'est un peu plus facile. D'accord. Et du coup, tu arrives à passer du temps quand même avec Carmen? Oui, oui. Alors là, ça c'est un énorme changement depuis qu'on a un enfant. Le week-end, le samedi, on ne travaille pas. Donc, on essaie de vraiment ne pas travailler du tout et faire quelque chose en famille. Donc, je la vois, on a des horaires qui sont vraiment kid-friendly, qui sont favorables pour Carmen parce qu'on va dire, on bosse quand elle est à l'école. Elle fait du périscolaire, donc on apprend à 6 heures. On passe vraiment les 3 heures de 6 à 9 à fond avec elle et vraiment là c'est temps de qualité. Donc
une ou deux fois, elle a dû me dire « Maman, pas de téléphone ». Mais généralement, on le met dans une autre pièce et puis on se dit « Non, là, je veux surtout… » Tu dissocies vraiment, quoi. Oui. Et je pense qu'il faut surtout à son âge-là. Je pense qu'à 1 an, quand c'est beaucoup plus physique. Avant, on n'avait pas forcément la contrainte des week-ends où on devait vraiment se consacrer à corps et esprit ou corps et tête. C'était beaucoup plus de l'attention physique. On devait donner un enfant de 1 an et demi, on le stimule un peu, mais c'est surtout, voilà, on peut parler d'autres choses en même temps. Maintenant qu'elle a 4 ans et demi, voilà, elle voit, elle entend tout ce qu'on dit, elle retient tout, et elle sait très bien qu'on parle de boulot et on n'est pas 100% à elle. Elle nous recadre, donc gentiment, mais généralement. Donc, tu n'as pas vraiment le choix au final. Non, exactement. Mais là, on a toujours dit, et quand on est sur un projet, on dit désolé, mais là, il va falloir que je descende travailler 1 demi-heure et c'est pour ça. Et on explique beaucoup plus sûrement qu'elle a besoin et sûrement plus qu'elle comprend. Mais pour moi, c'est la manière, je veux qu'elle sache qu'on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, mais aussi on a des obligations et que ce n'est pas par volonté de ne pas passer du temps avec elle. Par contre, avec ces contraintes, avec ce planning-là, on a toujours dit le samedi, le week-end, c'est nous, et parfois le week-end, l'un de nous travaille un dimanche où on fait des appels ou voilà. Mais généralement, on a le week-end pour elle et c'est 6 à 9 le soir. Okay. Donc, je trouve que c'est vraiment assez bien. Par contre, le confinement m'a beaucoup plu dans le sens de redécouvrir Carmen. Et j'avais toujours pensé comment est-ce que ça serait possible de juste rester à la maison avec un enfant. En fait, je pense que je ne suis pas forcément faite pour ça, mais j'aurais appris. Mais ce n'était pas quelque chose qui m'aurait effleuré l'esprit de me dire est-ce que je continue à travailler ou non. Pour moi, c'était clairement oui. Et je pense aussi que chacun son métier à son âge. J'essaie de l'enseigner, de l'apprendre plein de choses, à écrire et tout ça, mais je sais très bien que les maîtresses font beaucoup meilleur boulot que moi là-dedans. Donc, j'étais… voilà, j'aurais pas imaginé de rester à la maison 100% avec mes enfants. Et là, on était contraints de le faire. Et c'était assez génial. C'était compliqué parce qu'il fallait qu'on travaille en même temps. Mais par contre, en gardant à l'esprit ce mindfulness où on est vraiment présent dans le moment, on a pu découvrir toutes les facettes de Carmen et de toutes les heures de la journée. On ne voyait que matin et soir et puis le week-end où tout est fun et on n'a pas de planning. Mais là, on a vu la petite personne qu'elle devenait et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et surtout, ça m'a rassurée dans ma capacité de faire ça. Parce que parfois, on est dans une position assez importante dans un boulot. On fait du boulot important. On se sent assez confiant dans ce qu'on fait, mais on se dit, il y a des choses que je ne sais pas si je pourrais faire sans tel que… Et ça paraît petit, mais c'est quelque chose que j'avais du mal à imaginer. Et donc, voilà, j'ai bien aimé. Super. Et du coup, là, que le confinement soit fini, ça doit te faire drôle. Oui. Elle a repris la crèche, l'école. Non, c'est ça. Donc, non, pas encore. J'ai une super belle-mère qui la prend assez souvent et qu'elle adore passer du temps avec elle. Donc, elle vient de la prendre pour 1 semaine. Ou comme je t'ai dit tout à l'heure, le temps prend un autre sens en fait. Donc je vais pouvoir être extrêmement productive et faire plein de choses. Mais non, généralement, elle n'a pas reparti à l'école. On a un babysitter qui vient quelques jours par semaine, mais je pense que c'est vraiment en septembre où on va retrouver notre rythme. Et pourtant, je pense qu'elle était très très peu affectée par le confinement. Carmen, elle a aimé ça aussi, d'avoir ses parents proches. Ah bah tu m'étonnes, c'est normal. Oui. Et du coup, pour toi, parce qu'en fait, souvent, on entend, en tant que femme, tu as l'impression que quand tu veux avoir un enfant, tu dois mettre en pause ta carrière ou renoncer carrément à ta carrière. Et du coup, toi, avec l'expérience que tu nous partages, on voit que c'est complètement possible d'avoir être à la fois mère de famille et à la fois entrepreneur. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même des sacrifices que tu dois faire, c'est-à-dire peut-être un peu moins de temps avec ton enfant ou… Oui, c'est sûr qu'il y a des sacrifices en étant, je veux dire, là je parlerai plutôt d'entrepreneur parce que je pense que d'avoir une carrière, ça peut être beaucoup plus facile que d'être un entrepreneur avec un enfant. Mais oui. Pour toi, c'est quoi les plus gros sacrifices, je sais pas si c'est le bon terme, les plus gros challenges d'être une maman entrepreneuse?
Oui, c'est la gestion du temps. Je vais pas mentir, c'est la gestion du temps. On peut avoir autant d'astuces et de manières, de procédures. Celle qui dit qu'elle arrive à tout faire, tout ce qu'elle voulait dans la journée et qu'elle prend vraiment des challenges passionnants, intéressants. Je pense que... Désolée, mais c'est... Tellement. Non. Je pense que c'est... oui, pour moi, le plus gros challenge, c'est ça. Après, encore en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on avait vraiment vachement appris à faire des sacrifices. C'est sûr que... nos amis sortaient le jeudi soir ou le week-end à Paris et nous, on était dans notre petit bureau à Malataverne en train de faire du Excel et adorer ça. Mais bon, on a fait des sacrifices de plein de choses. On a investi beaucoup dans le business, on aurait pu... D'ailleurs, donc, je pense qu'on était assez prêt à faire des sacrifices. Ça paraît pas... oui, c'est vrai que challenge, c'est peut-être mauvais, mais ça paraît tellement pas un sacrifice quand... et même quand on voit le visage de notre enfant, même quand parfois je me dis j'aurais bien aimé avoir 15 minutes de plus avant que le babysitter parte, dès que j'arrive et je vois son visage, mais le reste sort par la fenêtre. Donc non, et puis j'ai pas l'impression que je serais une meilleure mère si j'étais là tout le temps. Vraiment pas. Je pense que mes expériences ailleurs et le fait de pouvoir aussi être un peu distant et manquer de temps en temps, parce qu'après quelques années de vraiment 24/7, c'est important pour tous. Mais non, c'était pas difficile d'accepter ce challenge en fait. Oui. Ça te fait encore plus profiter de ta fille en fait quand elle est avec toi. Oui. Tu t'en profites encore plus. Et puis surtout, je fais quelque chose dont je suis passionnée, de laquelle je suis passionnée. Donc c'est certain que ça va changer l'humeur à la maison. Je pense pas être quelqu'un qui a des humeurs qui changent beaucoup, mais c'est certain que si j'étais dans un boulot qui me plaisait pas du tout et que je me sentais un peu prise et que j'avais pas je prenais pas mes propres décisions et des choses comme ça, je pense que ça se ressentirait à la maison. Et je pense que Carmen vraiment j'espère que quand elle me voit, quand elle me regarde et parfois elle me voit au téléphone avec des clients et elle me pose plein de questions, mais j'espère qu'elle voit que j'aime ce que je fais et que ça c'est extrêmement important. Et je pense que ça ressort dans ma joie de vivre en général à la maison, parce qu'on a la joie de vivre si on a là avec un côté pro, c'est beaucoup plus facile de l'avoir en tout temps en côté perso. C'est la philosophie. C'est une bonne philosophie, être positif en tout temps. Ouais. Et tu penses que Carmen, elle sera entrepreneur, elle aussi, plus tard? Elle est déjà... À vous voir tous les deux. Ce serait soit entrepreneur ou soit surtout pas entrepreneur, je pense. C'est souvent ça. Je pense que soit elle va dire non, mais j'ai vu mes parents, ils galéraient tout le temps, il y avait toujours un peu de stress, mais bon, ils aimaient bien, mais bon, est-ce que c'est ça que je veux? Bertrand, qui avait une famille d'entrepreneurs, sa sœur, ça l'avait vraiment distancié, en fait. Ça l'a vraiment... dégoûté un peu. Oui, peut-être pas sans dire aussi pas, mais c'est réfractaire, ça marche? Oui, c'était assez réfractaire pour elle. Elle s'est dit, bon, mais même dans ses choix de vie, je ne veux pas épouser un entrepreneur, je ne veux pas ce style de vie. Oui, d'accord. Donc, mais encore, c'était pas la même configuration. Et pourtant, Bertrand, même s'il n'avait pas forcément ça en tête au début, c'était vraiment dans l'âme, il avait bien appris ça. Je pense que Carmen, d'après ce qu'on voit, donc à 4 ans et demi, ce n'est pas évident de savoir si ça va continuer. Mais je pense que ça va devenir quelqu'un qui se passionne facilement sur des choses. Et si c'est... avec des parents comme vous, c'est clair que... C'est peut-être, par exemple, c'est peut-être un peu en génétique aussi. Je pense qu'on a tous les deux un peu de ça dans nos gènes. Mais là, avec Eco, ça nous a vus avec des outils, avec des bonhommes qui travaillaient et tout. Donc, elle faisait des bricolage. C'était un de ses premiers mots, c'était bricolage. Maintenant, bon, on essaie de pas trop parler de cannabis. Exactement. Elle a fait une fois, on a dit chanvre. Chanvre, c'est bien. On a un peu de mal à prononcer. Mais c'est surtout, on dit cosmétique. Donc là, elle est dans le bain, elle fait des mélanges, elle fait des potions. Elle dit, ça, c'est bien pour les yeux. Et là, tu peux enlever tes rides, maman, et tout ça. Donc, merci, ma chérie. Où elle va me voir sur mon ordinateur, elle va prendre son petit ordinateur à côté qui a que Notepad pour écrire du texte. Elle va essayer de retaper ce que je retape, en fait, sans savoir écrire. Mais elle veut vraiment
vraiment faire. Donc, je pense que j'espère que c'est quelqu'un qui va vraiment être soif d'apprentissage tout le temps, de plein de choses. Et ça, je pense que ça prépare un bon terrain pour être entrepreneur. Après, il faudrait me demander dans 5 ou 10 ans si je veux bien qu'elle soit entrepreneur aussi. Après, c'est pas mon choix, mais je veux dire, c'est peut-être mon opinion va changer. Exactement. Mais il y a des fortes chances. Je pense qu'il y a des fortes chances. Après, en ce moment, elle veut être vétérinaire pour les animaux dans la mer. Donc, rien à voir et pas très entrepreneurial, on verra. Mais il y a des chances. C'est vrai que du coup, ça me fait penser à cette question. Quand tu vois certaines personnes, par exemple Bertrand, tu le vois, tu sens qu'il a une âme d'entrepreneur en lui. Ça se sent, ça se voit, il y a toujours des projets, des idées, des trucs. Oui. Toi, par exemple, on se dirait, si on te voit aujourd'hui entrepreneur, on se dirait peut-être plus, bon, elle est arrivée là par un concours de circonstances, ce qui est un peu le cas au final. C'est concours de circonstances, un peu le hasard, les rencontres. Et du coup, est-ce que tu crois qu'être entrepreneur, c'est quelque chose que tu as en toi dans les gènes, ou est-ce que c'est quelque chose ça se travaille aussi d'être entrepreneur? Oui, je pense que ça se travaille et je pense que je n'ai pas ça dans mes gènes en fait. Je pense vraiment pas. Je pense que j'avais d'autres choses dans mes gènes ou d'autres traits de personnalité qui font en sorte que je peux être ou j'ai pu devenir peut-être un bon entrepreneur, en tout cas un entrepreneur passionné. Donc je pense que c'est ça. Pour moi, les caractéristiques les plus importantes, vraiment, c'est la résilience. Là, je vais choisir une. Donc, ce qui fait un bon entrepreneur, en fait, quand je pense à Bertrand, en plus, exactement la manière dont tu l'as écrit, je pense que c'est un entrepreneur dans l'âme, mais je pense que c'est surtout un visionnaire. Et là, dans notre équipe, maintenant, on le définit comme ça. Il a toujours des idées, il fait des liens, des connexions, des futuristes. Il fait des liens et des connexions. Il peut facilement se projeter synthétiser et projeter dans l'avenir sur des projets que personne n'aurait imaginé. Par contre, niveau entrepreneuriat, je pense que c'est beaucoup plus important d'être il faut être un peu plus pied sur terre. Donc, c'est pour ça aussi quand je dis que... Et après, ça dépend du type d'entreprise, bien sûr. Mais quand je dis que il faut... qu'en couple, il y a des avantages et des désavantages. Pour nous, plutôt d'avantages. Mais un des avantages, c'est qu'on a une panoplie entre les deux et nos personnalités. On a celui qui va dire, OK, c'est pas grave, on avance comme ça. Et l'autre qui va peut-être stresser pour ci ou ça. Mais aussi des moments où... grâce à l'un ou à l'autre, on prend cette direction, c'est absolument génial. Et donc, je pense que ce qui fait un bon entrepreneur, je pense qu'on peut vraiment l'apprendre. Je pense pas que c'est... Et je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des entrepreneurs nés qui vont peut-être s'avérer et ne pas l'être. Parce que on ne peut pas vraiment savoir... On peut savoir si on voit ses parents le faire, mais encore, chaque entreprise est différente. Chaque époque est différente. Là, on est à une époque, on compare avec nos parents. Ils utilisaient le fax. Ils envoyaient les lettres par la poste. C'était vraiment sympa, j'imagine. C'était peut-être très stressant aussi, mais... Bon, c'est très différent. Oui, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, quoi. C'est ça. Donc, un autre degré. C'est ça. Donc, si on avait vu nos parents entrepreneurs, si c'était le cas, je pense qu'on aurait pensé que ça allait être un peu plus... Bon, un peu plus... pas tranquille, je ne veux pas dire ça, mais bon, un peu plus fluide. Mais c'est certain que maintenant, on ne peut pas savoir ce que c'est avant d'entrer dedans. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de futurs entrepreneurs ou des gens qui s'identifieraient comme ça, qui entreraient dans le processus en disant finalement, non, mais je veux juste finalement faire cette partie du projet parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à tout apprendre, tout faire et après déléguer comme il faut, si on a la chance. Donc, je pense que et même c'est un métier en soi, mais selon le type d'entreprise et le type de société, ça peut énormément varier. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas se dire je ne suis pas un entrepreneur né ou je le suis. Pour ceux qui se questionnent, ça va s'avérer au fil du processus. Si on n'a pas des bonnes manières de gérer le stress, et si on a tendance à mal gérer le stress ou de se faire vraiment dévorer par le stress, peut-être soit il faut quelqu'un dans l'équipe qui va contrebalancer ça, ou soit c'est peut-être pas pour toi parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent
mener un projet à bien, extrêmement bien, si tout se passe comme prévu. Et parfois, c'est des project managers et s'ils ont les ressources. Mais il y a un peu moins de personnes qui peuvent mener un projet à bien sans tout le nécessaire. Donc, si on a une personnalité où on aime que tout soit excessivement organisé et prévisible, selon l'industrie, bien sûr, et selon les prestations ou les produits, ça peut vraiment être très dur. Je pense que c'est ça. Sinon, il faut prendre du CBD. Sinon, il faut prendre du CBD. Et là, je pense qu'il faut absolument sortir une gamme entrepreneur un peu très hautement dosée. Non, c'est... Et donc, vraiment, sincèrement, le yoga, parce que ça va pour moi avec le CBD, c'est que tu sois un entrepreneur, enfin, un bon entrepreneur ou non, la vérité est que le corps va éventuellement souffrir de ce stress, que ce soit bon ou mauvais stress. Ouais, sur le long terme. C'est ça. Et je me dis, c'est ça, dans les petits moments où, au fil des années, parfois, on avait des micro-rêves en disant, mais imagine qu'on laisse le boulot au boulot. Il faut pouvoir faire ça autrement. Et puis, voilà. Ouais, je voulais savoir aussi... pour mettre un peu dans le contexte, donc on s'est rencontrés en fait quand j'étais embauchée par toi à EcoHouse pour être chargée de communication pour EcoHouse. Donc c'est vrai que moi, donc ça fait à peu près 5 ans, on va dire. J'ai travaillé là jusqu'à la création de Beacon, donc peut-être 2 ans. Exactement, c'était une des premières à savoir que Beacon allait exister. Ouais. En fait, j'ai plusieurs questions sur ce sujet-là. Attends, je vais commencer par une question qui est d'ailleurs peut-être... on peut peut-être l'adapter à Beacon. Est-ce qu'avec Beacon, vous avez des salariés aujourd'hui? Non, on est salariés. Et puis on a... Est-ce que vous avez des embauchés plutôt? Enfin, des gens que vous avez que vous ne connaissez pas et que vous avez embauchés? Oui. Alors, on a qu'une en ce moment. On a notre stagiaire qui s'appelle Nathan. Qui est plutôt un alternant. J'ai du mal avec les termes, mais il était un stagiaire et après on a pris un alternance. Et il est au fac de pharma en cosmétique marketing aussi, au marketing de produits de santé à Montpellier. Et on a embauché depuis février dernier, il est avec nous. Ok. Parce qu'en fait, ce que je voulais savoir par rapport à ça, c'est un peu... ça peut faire peur quand tu es entrepreneur, tu as monté ton business et au moment où tu dois avoir ce premier salarié, ça fait peur de se dire ok, comment choisir, est-ce qu'il va pas faire moins bien que ce que moi j'aurais fait, mais en même temps tu sais que tu as besoin de déléguer. Comment tu arrives à gérer ça? Oui. Et on avait donc ça s'applique à Beacon, je dirais plus avec EcoHouse, ça serait le plus intéressant. On avait plus d'employés. Oui, c'est dur parce que surtout avec un start-up, je pense que déléguer, c'est par définition, c'est donner à quelqu'un quelque chose que tu faisais auparavant ou que tu devais faire auparavant ou qui est à faire. Dans le cas des startups, c'est toujours quelque chose qu'on faisait auparavant et on devrait faire si cette personne n'entre pas. Et là, avec EcoHouse, on a pu prendre des personnes qui avaient des compétences complémentaires qu'on n'avait pas, mais après 6 ans, c'était peut-être après 5 ans qu'on avait nos premiers employés de bureau. On avait essayé. On avait on était trop habitués à comment on faisait les choses et de tout entreprendre nous-mêmes. Donc, on a eu du mal, je pense, à déléguer comme il faut. Déléguer, c'est quelque chose que je pense ça va toujours être un challenge. Je pense pour les entrepreneurs et surtout une équipe, enfin un couple d'entrepreneurs, qu'on se dit bon, mais si j'ai pas les compétences, sûrement l'autre l'aura, et c'est pas du tout toujours le cas, et c'est surtout pas toujours une bonne idée rentable ou une bonne idée en général de faire des choses qu'on ne sait pas faire. On perd beaucoup de temps, mais ce qui nous freine le plus, je pense, en ayant quelqu'un qui arrive, et ça c'est juste notre lutte éternelle, c'est d'avoir plus de temps, c'est que peut-être pour d'autres industries, oui, sûrement pour d'autres industries, ça serait facile, ou si c'était un métier un peu classique, on n'est jamais dans la classicité, on n'est jamais dans le classique nous, mais avec nos 2 entreprises, il y avait énormément d'expliquer, que ce soit culture d'entreprise, que ce soit procédé de construction, que ce soit maintenant avec les cannabinoïdes, tout ce que le public ne sait pas déjà par rapport à ça, il faut former. Donc, pour nous, le plus dur en embauchant des gens, c'était le temps qu'on devait consacrer
logiquement. En fait, c'est très logique de devoir consacrer du temps, mais prendre notre temps pour essayer de bien transmettre la tâche à quelqu'un d'autre. Ouais, de former un peu. Avec la peur qu'on aurait non seulement perdu le temps à expliquer, mais que ça soit peut-être pas aussi bien fait, ou peut-être que ce soit juste pas fait, et des choses comme ça. Donc c'est certain que c'est dur. En fait, je pense que surtout en France, il faut lâcher prise, quoi, à un moment donné. Oui, il faut absolument, et je pense qu'on découvre ça vraiment que maintenant. Je pense. Également, avant, la plupart de nos employés, c'était vraiment côté construction, donc ils s'y connaissaient assez bien. Il y avait plutôt des discussions techniques, mais sans beaucoup de temps alloué à la formation. Mais maintenant, avec Beacon, oui, on commence à Déjà, on est dans une industrie où on a vraiment besoin d'une équipe avec beaucoup de différentes compétences et de points de vue. Et donc, on a cet alternant. On essaie de lâcher prise un peu. Et c'est vrai, c'est difficile, mais c'est très gratifiant. C'est très rewarding, tu dis ça? C'est très gratifiant parce qu'on se dit, j'avais toujours aimé un proverbe que je n'avais jamais pu vraiment appliquer. Donc ça, c'est les pires, parce qu'on dit on aime ça, mais c'est pas encore acquis dans moi. C'était de dire, ne dis pas aux gens comment faire les choses, dis-leur qu'est-ce qu'ils doivent faire, et laisse leur ingénuité te surprendre. Et j'adore ça, mais c'est dur. Oui, c'est vrai que c'est dur. Mais c'est complètement ça. Et puis il faut vraiment je pense qu'il faut enlever toute a priori, mais aussi un peu arrogance qu'on peut avoir quand on est 7 jours sur 7 dans le même 6 jours sur 7 dans le même industrie, dans les mêmes domaines et les mêmes informations qui circulent. Donc là, on commence à l'éprouver, et puis c'est à l'essayer mieux de lâcher prise et de vraiment déléguer et de laisser la créativité partir, et ça fait plaisir. C'est concluant jusqu'ici, et c'est sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, c'est certain qu'il faut pouvoir déléguer. Je pense que ça, c'est une des défauts majeurs des entrepreneurs qui peut-être réussissent pas, et peut-être une des raisons qu'on n'a pas pu. Autant avec Ecohouse, c'est que déléguer, c'est certain que c'est dur, mais c'est la seule manière qu'on va pouvoir avancer loin, plutôt. Loin. Le travail en équipe. Pas forcément vite, mais loin. C'est ça aussi. C'est sûr qu'on peut se dire aussi, tu dois te dire parfois, parce que ça ne me prendrait pas longtemps, et que ça va lui prendre longtemps, ou ça ne me prend pas longtemps, c'est que une demi-heure, 1 heure, mais c'est un autre défi, c'est vraiment de pouvoir penser en 16 heures en tant que opportunity cost, donc l'occasion de faire. T'investis dans la personne pour plus tard, pour faire grandir le business. Oui, exactement. Ensemble, on va loin, mais aussi le temps que nous, on passe pas sur quelque chose, il faut pouvoir raisonner en temps d'opportunité ou temps d'occasion. Je pense que c'est pas le terme en français, mais en anglais, c'est opportunity cost. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ce temps si je l'avais pas passé sur ça. Et c'est parfois dur de mettre un chiffre ou une importance là-dessus, mais ça, c'est une grande leçon d'entrepreneuriat que je pense que ça continue. Ouais, d'accord. Et la deuxième chose que je voulais te demander à ce sujet, donc quand je te voyais à Ecohouse, c'est vrai que tu étais quand même en retrait. Bon, tu étais complètement performante. Merci. Mais je parle de ce que je voyais. Hein. Tu faisais du bon travail, il n'y a pas de souci, mais tu étais en retrait. C'est vrai que tu n'étais pas forcément face aux clients. Tu étais devant ton ordinateur, quoi. Comme tu disais, tu étais plus en support. Oui. Aujourd'hui, à Beacon, j'ai eu l'occasion de te voir dans des conférences, dans des événements networking. Tu es une femme, t'es au top. Même ton allure, tes vêtements ont changé. Non, mais c'est vrai. T'as plus de charisme. Ça se voit que tu gères, que t'es une pro du networking. Ouais, ça se voit que tu t'es beaucoup plus épanouie. Du coup, moi, je me demandais si ces qualités-là, tu les avais sans les avoir exploitées avec Ecohouse, ou si c'est en apprenant sur le tas un peu, ou en te forçant, parce que même tu as fait des talks devant des centaines de personnes. Je suppose que c'était pas inné. Non. À des moments, tu t'es dit, bon, allez, je me force là. Même le networking, c'est pas forcément évident de se mettre en avant comme ça.
Alors, oui, complètement. J'ai plein de réponses à ta question Oui. parce que oui, c'est parce que, en fait, c'est intéressant. Je suis ravie de savoir que c'est normal, oui. Le mot retrait, au début, je me suis dit, est-ce que j'étais vraiment en retrait? C'est certain, oui, j'étais pas autant en face avec des clients. Enfin, derrière les scènes, on va dire, je me sentais très impliquée dans les décisions du Oui, business, mais oui, c'est oui. vrai que j'étais pas vraiment en contact avec. euh, et honnêtement, j'avais un peu plus de mal déjà juste en français ou même peut-être juste avec notre clientèle ou nos interlocuteurs dans le business de Ecos que j'ai avec Beacon. Par contre, le côté networking, c'était vraiment toujours là. Donc, ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que tu n'aurais jamais vu ça. C'est normal que tu n'aurais pas vu ce côté parce que j'étais vraiment toujours au boulot, enfin au bureau plutôt, Ouais. et je sortais jamais. Et puis, j'étais, oui, assez. Parfois, on avait des. Bon, j'étais assez timide dans un sens. Mais le networking, c'était vraiment toujours là. Je faisais beaucoup la fête déjà quand j'étais plus jeune, mais je faisais beaucoup oui, je ne dirais pas d'associatif, mais je faisais beaucoup de PR peut-être, même à l'université, faire partie de ceux qui amenaient des gens aux événements, qui faisaient Ouais. Ah oui, non, j'étais assez. Je pense que Ok. en fait, ça s'est effacé un peu Ouais. avec Ecos et peut-être un peu en arrivant en France où il y avait des Ouais. différentes choses même si j'adore le choc culturel, il y avait des choses que j'avais un peu de mal à gérer. Voilà, il fallait que je change un petit peu pour correspondre Mm. et pour communiquer mieux et pour Mm. me faire comprendre. C'est vrai que la Beacon, c'est quand même beaucoup d'anglais quand tu fais du C'est networking. beaucoup d'anglais, Mm. mais même, et même en plus, il y a l'italien, l'espagnol, c'est les deux Mm. autres langues que je parle et j'adore pouvoir les mettre en œuvre. C'est Oui. juste incroyable. En fait, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça. Ah, c'est... Également, et c'est sûr, en anglais, ça me plaît. Tout l'écrit est en anglais et puis oui, c'est assez bien. Bertrand s'occupe vraiment du côté français aussi. Je pense qu'il est. Bon, après, ton français est quand même parfait, donc tu n'aurais pas de problème non plus à le faire en français. Hein. Oui, non, ça c'est un côté, c'est vrai qu'il faut que je travaille sur ma confiance en français, mais bon, Mm. il faut toujours qu'on travaille sur plein de choses, je pense, Ah oui. ça finit jamais. Mais non, je dirais que vraiment ce côté était toujours là, même à notre mariage, mon père avait fait un discours pour dire qu'il était sûr que j'allais être une diplomate parce que j'avais toujours essayé de calmer les situations, d'être médiatrice dans ci, ça, et j'adorais la public, donc tandis que quand mon père même demandait à ma sœur en premier si Yann voulait voyager, elle disait toujours non parce qu'elle avait eu cette expérience et donc il me proposait et j'allais all-in et j'étais trop contente de parler à des gens dans les trains, dans les aéroports, vraiment comme ça. Donc je pense qu'en fait avec Echo j'avais un peu perdu en fait Mm. ça, c'était un peu effacé mais c'était pas effacé, c'était en hold, c'était mis sur un dossier dans l'arrière et puis c'est ressorti, mais je me rends compte, oui, déjà j'adore les personnes, j'adore les humains, j'aime vraiment les personnes, ouais, j'aime bien les animaux, mais non, mais c'est surtout, j'aime vraiment les personnes, j'aime bien découvrir les personnes, apprendre plein sur les différentes personnes, mais aussi juste oui, être parmi d'autres avec des différentes histoires et points de vue. Et ce que j'apprécie énormément du côté, je pense aussi, même si j'avais été plus dans les devants en Écosse, il n'y avait peut-être pas autant de stimulation intellectuelle dans le sens très large Ouais. Ouais. avec ce métier qu'avec Beacon. Donc là, c'est certain qu'on est avec cette industrie est remplie de personnes, mais comme on dit, qui venaient jamais du monde du cannabis ou cannabis légal ou même chanvre. Il y a certains qui sont des agriculteurs depuis des générations, mais généralement, on a une histoire. Donc, tout le monde a son histoire. Ouais. Comment tu es arrivé à être dans le cannabis? Ouais. Et c'est très, très peu souvent, c'est moi, j'aime le cannabis. Ouais. Ça, c'est pas une bonne excuse, c'est pas une bonne raison. Et c'est vraiment pas suffisant en soi. Donc, c'est vraiment, c'est une industrie qui me passionne beaucoup. Donc, je pense que le côté networking, si je devais faire du networking sur des brosses à dents et des pulls, pardon, je ne pourrais pas, ça c'est certain. Mais par contre, je m'épanouis énormément. Ah oui, ça se voit. Merci. Du coup, pour conclure un peu notre échange, même s'il y a plein de choses encore à dire, à Oui, partager, je suis dispo. ouais, peut-être on en fera un autre alors ensemble. Quelle serait ta pincée de sel pour encourager un peu les entrepreneurs qui nous écoutent? Oui. Alors,
j'aurais déjà mentionné plusieurs fois, j'aurais réinsisté, mais je vais ajouter un autre pensée. La résilience. Je pense qu'il faut pas se remettre en question, mais se dire, est-ce que dans ma vie, quand j'ai des changements de planning, quand j'ai des changements est-ce que c'est parce qu'on peut imaginer qu'en tant qu'entrepreneur, même si on est déjà entrepreneur, on peut se dire, pourquoi est-ce que j'ai autant de mal? Je fais des choses très bien, je suis très organisée. Je pense qu'il faut cultiver, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous dire comment, mais il faut cultiver la résilience, il faut cultiver la flexibilité, la polyvalence, la manière de pouvoir réagir assez rapidement à des changements, parce qu'aussi on peut se noyer un peu dans un verre d'eau en se disant mais ça va être un problème et après ça va donner notre problème. Donc assez rapidement pouvoir rationaliser et travailler la résilience. Mais l'autre chose, je dirais qu'il faut surtout être persévérant, et c'est pas du tout un conseil, c'est que il faut être persévérant, mais surtout ne jamais perdre de vue l'objectif. Je ne sais pas dire ne pas changer sa stratégie pour y arriver ou changer d'objectif, mais c'est très facile en tant qu'entrepreneur à un moment donné ou deux moments donnés ou chaque mois à certains moments en fait, de se dire ok, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que je fais bien en fait? Je pense qu'on se remet en question. Je dirais que je considérais vraiment un mélange, mais assez précis de persévérance et de patience. Parce que je pense qu'on peut dire il faut être ambitieux, il faut travailler fort, ça c'est certain, il faut être ambitieux, c'est certain, il faut être persévérant, mais à un moment donné, tout le monde peut se dire bon, mais j'ai été persévérant, j'ai travaillé fort, j'ai fait tout ça et ça marche pas. Patience en persévérance, c'est vraiment très important. Je pense que persévérance, ça inclut un peu le mot patience parce que ça implique qu'on le fait pendant longtemps. Mais même quand on n'est pas en train de activement persévérer, il faut juste se dire les choses ne se font pas dans une nuit. Et même si notre business plan disait que d'ici 5 mois, on allait avoir telle chose, rappelez-vous de ce qui s'est passé entre et pourquoi les choses ont changé. Et on a une meilleure facilité à comprendre pourquoi les choses changent et comment on les gère si on les analyse. C'est ça. Donc, persévérance et patience ensemble et ne pas perdre l'objectif de vue. Ok. Et être prêt pour prendre des claques. Prenez des claques. Vraiment, vous avez vu déjà, je suis optimiste, je suis vraiment très positive, mais par contre, il faut juste s'attendre à prendre des claques et ne pas savoir d'où ils vont venir. Et je pense que c'est assez important. On ne peut pas vraiment se préparer à ça, mais on peut se dire, bon, mais on est préparé à ne pas être préparé et ne pas savoir exactement ce qui va se passer, mais en sachant qu'on a cet objectif, on a ce but ultime ou ces buts ultimes. Et voilà, qu'on ne peut pas lâcher facilement. Ouais, très bien, très inspirant. Merci Lisa. Merci beaucoup Johanna d'avoir partagé ton histoire, ton expérience. Oh, mais avec plaisir. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura inspiré et encouragé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour continuer d'être encouragé dans vos aventures d'entrepreneur. Alors à bientôt pour un autre Salted Lemon Talk.